les grands rassemblements organisés par la coordination des opposants ont commencé en 2006 par la fresque qui avait été organisée le 25 juin 2006 pour la fresque humaine suivie du traditionnel pique-nique de la CIPA. Donc on a situé bien cette soirée sur la partie des grands rassemblements organisés par la coordination des opposants. Même si ça a commencé encore en 2006, on va assez rapidement arriver en 2011 où là la coordination a souhaité changer un petit peu de braquet pour un événement qui s'est appelé pour un autre choix de société. Et là où on avait eu à la Noé Verte déjà une 12 000 personnes. Donc là, on a bien vu que par rapport aux anciens pique-niques de la CIPA, on avait déjà un petit peu élargi notre public. Et c'était ça le but, et on l'avait réussi. Je vais citer justement le nom des thèmes des événements jusqu'à 2017. Et puis après, on va reprendre, et on va essayer de reprendre commission par commission, parce qu'on a un petit peu trop beaucoup de monde autour aujourd'hui, de la table qui n'existe pas. On va vous demander de ne pas réintervenir sur les autres personnes. C'est-à-dire qu'une commission intervient, plusieurs personnes peuvent intervenir, mais pas trop de débat là-dessus, si c'est possible. Dans tous les cas, on se garde la possibilité de calmer le jeu, parce que pour la vidéo, il faut que ce soit préposé une personne à la fois. Donc 2011 pour un autre choix de société. 2012, vous vous rappelez, les grands projets inutiles. Donc on était un des premiers événements nationaux sur ce thème-là. En 2013, donc juste après César, donc on a fait la chaîne humaine. Donc on a intégré la chaîne humaine dans notre discussion de ce soir, puisque Simon Rouleau, le grand organisateur, vous le savez, de cet événement, n'a pas souhaité être présent. Donc on n'a pas jugé possible de faire une soirée spéciale chaîne humaine, alors que cela aurait pu le mériter. Dès le mois d'août 2013, on fait un autre événement qui s'appelle « On ne lâche rien, ni ici ni ailleurs ». 2014, à Bellevue, l'abandon c'est maintenant. 2015, chauffe la lutte pour le climat, donc au moment de la COP21. 2016, seuil de démocratie. Et 2017, de nos terres à la terre, résister, agir, vivre. Voilà, donc pour ici, autour de nous, on est un certain nombre de membres de commission, et on a trouvé important, contrairement aux intercommissions qu'on faisait pour préparer ces événements, on commençait souvent plutôt par qu'est-ce qu'on allait offrir au public. Là, on va commencer par l'organisation. Donc effectivement, quand on commence à préparer un événement, souvent dès le mois de janvier d'une année donnée, on s'appuie sur les paysans de l'ADK qui, eux, définissent les terrains. C'est-à-dire que les terrains, vous l'avez vu, ils ont tourné petit à petit. L'ADK avait souhaité faire tourner sur le terrain pour mouiller un petit peu, petit à petit, pour mobiliser un petit peu toutes sortes de paysans, et c'est ce qui s'est passé, et je pense que ça a été réussi. Et finalement, c'est dès le début, l'équipe parking, camping, préparation des terrains, accès, qui a travaillé. Donc là, je ne sais pas qui c'est qui peut commencer. Est-ce que Pascal, Joël, Bruno, Marc, tu n'étais pas dès le début? Qui est de l'équipe Jean avec le parking ou Jean, alors Jean. Lève-toi, Jean. Oui, alors Jean Wyss, je suis de Cambon. Donc moi j'ai commencé à travailler sur les aspects parking au moment de la chaîne humaine. Donc on avait dit qu'on n'en parlait pas, mais enfin bon. Oui, si, on peut l'évoquer. Et là, bon, c'était mon tout début à travailler sur les parkings, et là, bon, je veux dire que j'ai mouillé ma chemise ces jours-là, parce que ça a été déjà, bon, là où avait été implanté le rassemblement, enfin, la chaîne humaine en elle-même, il n'y avait pas de problème, mais où il y a eu la fête l'après-midi et le soir, où le lieu du rassemblement qui était vers les planchettes, là, c'était un endroit, disons, à l'époque assez chaud, et on s'était implanté là, c'était pas bien vu de tout le monde, et on avait eu des grosses difficultés à trouver des parcelles, justement, pour stationner les voitures qui venaient, après le rassemblement de la chaîne humaine, qui venaient à la fête. Donc, ça avait été très dur de trouver des parcelles, parce qu'il y avait des prés, mais il ne fallait pas abîmer, parce qu'il y avait des prairies, enfin c'était des marguerites, mais enfin bon, ça avait quand même été très dur de trouver des prés. Après les autres rassemblements, moi j'ai continué avec toute une bonne équipe, là, les gens qui sont la plupart de Notre-Dame, et plus Fatima là, qui nous gérait ça très très bien. Donc moi j'ai pas beaucoup de choses à dire. Disons qu'à la fin on était vraiment rodés, ça se passait très bien. On n'a jamais eu trop de problèmes pour avoir des bénévoles pour assurer les permanences sur les parkings. C'est arrivé des fois que c'était juste, mais enfin on a quand même réussi toujours à faire.
Mais bon, s'il y en a qui étaient là, moi, on peut rajouter. C'est pas un truc. Joël, Oui. alors, vas-y. Moi, je vais faire la liaison parce que c'est pareil, moi ça fera la même chose. Qui es-tu? Joël Kellard, donc Saint-Nazaire. Donc c'était par rapport à la chaîne humaine. Donc j'étais en train de travailler avec Julien qui m'a. On a passé quelques temps avec Julien au moment où il fallait aller sur les terrains d'expulsion. Et puis il me dit ah, viens bosser quelque part. Et puis après j'étais réquisitionné par Yves pour le camping qui s'est passé. Et donc ça a été un peu la galère aussi parce que c'était la folie. Et l'année suivante avec Yves, j'ai dit c'est bon, on ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas mettre les gens à entendre d'un côté, les bagnoles de l'autre, c'est le bordel complet, il va falloir qu'on organise d'une autre manière. Et on est parti sur une organisation séparée avec des lieux, grâce à Michel et Camion, qu'on a pu récupérer du matériel à Nantes, des gros planches, et on a commencé à faire des campings très organisés qui sont devenus très très sophistiqués. Et après, il va continuer à vouloir faire une douche, 3 douches, 4 douches. Ça aurait continué, on aurait. Et puis grâce aussi pour l'eau, c'était impeccable avec encore la famille Quirion, parce que là c'est extraordinaire, c'est voilà leur capacité. Et c'est devenu un type d'organisation, parce que c'est vrai qu'accueillir beaucoup de monde, et surtout que le dernier rassemblement, c'est quand même 4000 personnes sur le camping, ce qui est énorme. Hein, et donc ça a été une aventure assez étonnante de cette histoire de camping. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que quand même pendant 3 rassemblements, j'ai dû sortir 1h30 du camping, et je n'ai rien vu de la fête. Je n'ai rien entendu des musiques. C'était un des lieux les plus ingrats au niveau du sacrifice par rapport à ce qu'on pouvait vivre du mouvement. Patrick Kahn de Rennes, donc moi je participais effectivement au camping, à l'organisation du camping, à l'installation d'avance. J'amenais ma caravane, on était quelques caravanes autour et on mangeait un peu tous ensemble, hein, parce que je crois que c'était important pour l'équipe qui était 24-24 sur le sujet de se retrouver. Et moi, ce que c'est aussi, ce que je me rappelle du camping, c'est surtout l'accueil de plein de délégations, de Bure, de Roibon, d'Allemagne, de partout, qui tous les ans venaient et effectivement on faisait une grande... On allait chercher avec Joël ou avec Yves, on allait chercher des moules. On faisait un grand truc de moules et on était une trentaine ou quarantaine à discuter sur leur lutte aussi, parce qu'il n'y avait pas que la nôtre. Voilà, c'était très important. Et on avait un peu des gens aussi de quelques collectifs un peu partout qui venaient, je pense d'un côté de Vannes, des choses comme ça, qui venaient nous aider également. Voilà. Ça, c'était pour moi un moment très important, effectivement, de convivialité dans le groupe et également du camping. Merci Patrick. Alain Martin. Donc je voulais reprendre sur ce que disait Joël, et c'est vrai que, et ce que disait Jean aussi par rapport à la chaîne humaine, où à un moment donné, Jean-Yves Arnaud avait beaucoup travaillé pour trouver des personnes pour chaque secteur de la chaîne humaine, pour chaque tronçon, on va dire. Je voulais rebondir sur ce que avait dit Joël, sur le fait que la commission, là je parle plus de camping, mais je parle de parking, circulation, était vraiment aussi à l'extérieur du site, et pendant des années, enfin pendant plusieurs rassemblements, ne profitait pas, comme a pu dire Joël, et ça c'était un petit peu frustrant. Et par contre, sur les dernières années, puis il y a eu un travail de fait aussi avec Fatima et Denis aussi, qui s'organisait de trouver des bénévoles pour les rotations de bénévoles pour la circulation, pour les parkings. Il y a eu un gros travail de fait et on était sur site et c'était bien. Il fallait emmener les bénévoles du site sur les endroits où il y avait besoin. Mais par contre, c'était intéressant pour ceux qui y travaillaient en tant que commission circulation, parking. C'était intéressant pour pouvoir justement profiter aussi des moments de convivialité qu'il pouvait y avoir sur le site. Donc ça, je tenais à le dire, ça a été frustrant pendant quelques années quand même. Voilà. Oui, plusieurs l'ont vécu. C'est dit. Hervé, toi tu as fait les plans. Sans plan, il n'y a pas le rendez-vous à la préfecture, n'empêche, parce qu'il y a aussi Régine qui a fait les plans du site, mais il y a les plans de circulation. Et sans plan de circulation,
il n'y a pas la advice qu'il faut. Alors, Rue explique. Bossière, habitant Notre-Dame. Moi, j'ai participé souvent à l'élaboration du choix des terrains avec Pascal. Et une fois qu'on avait trouvé à peu près les terrains, on les mettait sur un plan qu'on réalisait avec l'aide de Régine. Et ce qui était marrant dans ce moment-là, c'est que Régine avait du mal à s'orienter. Elle ne connaissait pas du tout la commune. Elle était complètement paumée. On lui disait, ben, ce terrain-là, c'est là. Ah ouais, d'accord, bon, moi je le mets là. Mais par contre, on a travaillé assez souvent avec elle et ça s'est toujours très très bien passé. C'est dommage qu'elle n'est pas là. Ouais. Ça, Voilà, tout ce que je merci pouvais Hervé. dire. Et Joël, alors, tout s'est bien passé? Joël et Charles, qu'est-ce que vous avez pour la partie? On a eu des événements quand Allez, même debout, assez fabuleux. Joël, debout. Allez, Joël. On a eu des moments, Joël Journet, donc Notre-Dame, oui, on a eu des moments assez fabuleux, on a eu des moments où on ne gérait même plus, on n'arrive même plus à se gérer par rapport aux emplacements. Quand on était sur les bords de route, on se retrouvait avec des voitures qui se retrouvaient à moitié enlisées, on avait des choses absolument extraordinaires. Charles a passé En 2014. un moment à sortir avec les tracteurs, les voitures qui étaient dans les parkings. Enfin, il y a eu des moments où on a parfois ri et parfois un peu flippé. On va le dire très sincèrement. Ok, est-ce que là pour la... Charles, tu voulais rajouter, c'est bon? Après, sur le site, et finalement c'est souvent les premiers à travailler, c'est l'eau et l'électricité. L'électricité parce qu'on en a besoin dès le mardi soir, et l'eau parce qu'on en a besoin aussi. Alors, qui veut parler de l'eau et l'électricité? Parce que l'eau, Claude, il est où, Claude? Ah, il est là. Alors, Qui es-tu? Oui, alors donc nous, pour l'eau, bah, c'est vrai que ça a été galère parce que la plupart du temps, on ne savait pas où prendre l'eau. Après, bah, on prenait l'eau, on avait des tuyaux qu'on récupérait dans les fermes à droite et à gauche. Donc il fallait trouver des raccords, enfin bref. Tout le monde voulait de l'eau, donc on s'est retrouvé plus de débit d'eau. Donc après, on s'est mis à mettre des réservoirs pour aménager ça. Et puis après, bon, ça a grandi. Il y a toute une équipe qui s'est organisée. Et puis, bon, c'est vrai qu'en général, ça s'est bien passé. On a eu des dizaines de points d'eau. On a alimenté bah, les WC, les cantines, les bars. Donc tout ça, on faisait ça ben, avant que tout le monde arrive pratiquement. Mais par contre, c'était très très court. Le temps était très très court. Alors, moi j'ai eu des problèmes avec les bénévoles parce que je leur disais que nous, on a un service, il faut qu'on assure. Donc on a une mission. Alors le gars qui arrive comme bénévole, il dit bah oui mais oh non, on fait ça cool. Ah bah non, parce que là il faut l'eau à tel moment et sinon ça va pas marcher. Alors effectivement il y a eu des petits conflits comme ça, mais ça s'est toujours bien passé en général. Donc, Claude commençait des fois 8 jours avant. oui c'est vrai. 10 jours avant, 10 jours après. 10 jours avant, 10 jours après, oui, c'est vrai. Et Claude, donc, tu ne veux pas raconter l'anecdote de le jour, justement 8 jours avant, tu étais là et qu'il y a des fonctionnaires qui sont venus pour te dire que tu n'avais pas... Raconte ça. Oui, ouais, ça c'était un matin de bonheur, ouais, à 6h30. Et puis donc bah, j'étais tout seul, c'était à Bellevue, et j'étais tout seul sur le terrain avec mes deux véhicules. Et donc bah, Michel avait fait une petite toile là, pour mettre l'établi et tout ça. Et puis là, il y a une voiture qui arrive avec 3-4 mecs. Donc, bon, bah, ils prenaient les photos et tout ça. Donc, ils sont venus vers moi, ils prenaient photos des véhicules et tout. Et puis, bah, je lui ai demandé, bah, qu'est-ce que vous foutez là? Et puis, donc, ils n'ont rien voulu dire, bien entendu. Et puis, moi, je pensais que c'était des gars des renseignements généraux, un truc comme ça. Il s'avère qu'après les renseignements qu'on m'a donnés, c'était des gens qui étaient des huissiers, qui étaient payés par Veolia pour venir constater l'occupation illégale du terrain. Parce que c'est vrai, nous, on arrivait toujours, parce que le terrain avait été délimité, et nous, on commençait à travailler, et le premier boulot, pour tous les soirs, on bloquait toutes les issues, hein, de manière à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui rentre ou qui sort du terrain pour piquer du matériel et tout ça. Donc c'est vrai que jour et nuit, on bossait, quoi. Mais bon, ça s'est super bien passé, avec une bonne équipe.
Et l'équipe, justement, c'est des gens qui venaient un peu partout quand même, non? Ouais, ouais. Donc Qui ça venait de Tours, ça venait de comment c'est d'inventer C'est le Sèvres, de Sèvres, voilà, de Rennes, l'équipe interrégionale. ouais. De Paris aussi, Redon. Voilà. Ok, merci Claude pour l'eau. Alors, l'électricité après, si ça marche pas, on gueule sur qui? Pascal. Il y en a un. Oui, il y en a qu'un, mais on aurait pu être plusieurs, mais bon, voilà, c'est pas été simple aujourd'hui non plus. Donc, Pascal Baudière, donc de Notre-Dame-des-Landes. Ben, l'électricité, on a commencé à 2, 3. On a commencé, j'étais avec Guy principalement. On a commencé avec le petit groupe de Pascal, Pascal Bretéché sur Blain, en 2001. Hein, c'était au terrain de motocross, quoi. Et puis voilà, petit à petit, ça a grandi. Et puis le grand, enfin, ce qui nous a un peu fait passer un peu dans une autre dimension, c'est quand on s'est rencontrés aux Ardillères. Hein, ça a été, alors je sais plus quelle année, il me semble que c'est 2015 de mémoire, 2014 peut-être. 2014. Où là, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que, à partir du moment où il y avait des scènes avec vraiment toute une organisation autour, et puis qu'on est passé dans une dimension un peu plus grande, bon, il a fallu s'organiser. Puis là, on est passé sur 2013. 2013. On ne se rappelle plus des années maintenant. Mais bon, voilà, enfin, globalement, on est passé d'une dimension qui était de la dimension du pique-nique, hein, qui était bien sympa quand même, que j'ai bien apprécié, parce que c'était très bon enfant. Bon, voilà. Et puis un jour, je me rappelle qu'un jour, on s'est dit, c'est con, il y avait une bonne ambiance, c'était à Vigneux, je ne sais plus tellement l'endroit, mais on s'est dit, tiens, c'est con qu'on continue pas. Il y avait les Claque-ton Clown, je me rappelle, un soir. On était vraiment bien, et puis il faisait beau, c'était cool, c'était sympa. On avait dit, tiens, c'est dommage qu'on s'arrête à 19h le soir, un dimanche. Bon, voilà, bon, c'était. Et puis tout compte fait, après, on a vraiment pris du plaisir à accompagner toutes les équipes. Voilà, enfin, tout ce qui s'est passé. On a commencé à 2 ou 3, puis on a fini à 12, ouais, 15 des fois aussi un peu. Bon, ça faisait peut-être un peu beaucoup, mais notre grande satisfaction, c'est que on n'a jamais connu de blackout aussi, parce que mine de rien, le truc, c'était la panne, quoi. On a eu peur de ça tout le temps, parce que mine de rien, c'est un peu stressant quand même tout le temps. Et puis voilà, quoi. Et puis nous, notre leitmotiv sur les quelques dernières années, c'était efficacité et convivialité. Et je pense que là-dessus, c'est comme ça qu'on a réussi à raccrocher des gens qui venaient de loin, même d'autres régions. Hein. On a des garçons comme des filles. Et puis voilà, dans un métier où on n'a pas forcément envie de faire confiance un peu à tout le monde, c'est un peu compliqué des fois. On aime bien travailler ensemble parce qu'on sait qu'on a confiance les uns avec les autres. Donc, et puis voilà, quoi. Donc moi j'ai passé des bons moments, puis même maintenant ça me manque de plus faire ça, quoi. Je vous le dis clairement, non, parce que c'est vrai, quoi. J'ai franchement eu l'impression de... Je vais vous le dire comme ça va peut-être pas plaire, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini notre... Alors on pouvait pas, en 2018, très clairement, j'étais content de savoir, je ne veux pas être désagréable ce soir, j'étais content que ça ne se fasse pas, parce que pour moi, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on le fasse. Très clairement, c'est comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je pensais, et puis avec toute l'équipe, on a engagé tellement de moyens, de matériel et tout ça, puis bon, ça aurait été compliqué. Mais voilà, moi, le dernier rassemblement que j'ai fait, pour moi, c'est le 10 février 2018, dans la ZAD. Et là, franchement, on s'est retrouvés à avoir des choses qui nous dépassent un peu, hein, parce que moi, organiser une technoparade, c'est pas mon truc, hein, franchement très... Mais bon, voilà, pour moi, c'est le dernier événement qu'on a fait. Et ça m'a manqué, et ça me manque encore ça manque un peu à l'équipe de ne pas faire quelque chose, quoi. Et puis un autre domaine aussi, ça j'ai un petit ressentiment, c'est très très personnel. Je suis passé tout à l'heure aux Chênes des Perrières, et il manque les totems. Et ça me fait un peu mal. Mais bon, c'est juste très très personnel. On parle de mémoire, on parle de transmission. Moi je pense que c'est bien dans une lutte comme la nôtre de profiter qu'on est encore en vie, effectivement, ou qu'on est encore là, présent et vivant et bien vivant, et puis qu'on est super content d'avoir gagné cette lutte. Et voilà, il manque les totems. Et ça me surprend un peu. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Enfin, je vous remercie tous parce qu'on a passé des super moments, des très très bons moments, et j'aimerais bien qu'on puisse encore se croiser dans d'autres circonstances. Merci. Après, on va passer à une partie, justement, où l'événement va commencer 3 jours avant, on commence le montage. Et là, finalement, si on n'avait pas un personnage avec son matériel, ça ne fonctionne pas. Son matériel, c'est les camions, c'est les remorques et tout ça. Donc c'est Michel Quirion qui gérait et qui essayait de planifier tout ça et qui y arrivait très bien. Donc Michel, comment... si, sûrement, parce que finalement, voilà, je vais mettre de l'eau. Non, j'ai rien à dire, moi, il s'est passé tellement de choses.
Hein? Qui tu es? Qui est Michel Thirion, de Saint-Yann-de-Montluc. Je travaillais à Vigneux, donc j'étais sur place. Donc c'est vrai que j'ai mis, oui, beaucoup de choses à la contribution pour la cause. Bon, il y a eu des gens qui n'étaient pas contents de voir les écussons sur les camions, etc. Mais en même temps, les autocollants, pardon. Mais en même temps, ça m'a pas empêché de vivre et puis que l'entreprise se porte bien. C'est vrai que enfin ils ne sont pas là les salariés, mais pendant tout ce moment-là, c'était eux qui étaient la galère. Ils n'avaient plus de matériel pour travailler. C'était pas toujours facile, mais on a réussi. C'est vrai qu'on a eu des galères, c'était des tractopelles, enfin on a eu des choses qui sont tombées en panne, et c'est vrai que dans l'équipe, on avait toujours quelqu'un pour réparer, et c'était sympa, parce que quelquefois on a eu les uns les autres, hein, sur des véhicules, même je me souviens quand il y a eu la tracto-vélo, pas la tracto-vélo, ils étaient avec leur vélo, ils faisaient le tour de France en vélo. L'Altertour, que leur camion était tombé en panne, Pascal, il avait trouvé une solution pour le réparer. Enfin, c'est vrai qu'il y avait une solidarité. Et moi, je faisais confiance. Le matériel, il était mis dans les mains de pas mal de gens. Et c'est vrai que ça s'est toujours très bien passé. Voilà. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de temps avant et beaucoup de temps après. Parce qu'après, il fallait aussi ramener tout le matériel. Mais voilà, ça se faisait, c'était bien. Et entre-temps, il y avait les Alice quelquefois qui m'appelaient pour ramener une caravane, pour faire des choses comme ça. Le camping, pour amener des palettes, des choses comme ça. Mais bon, voilà, c'était ma façon de participer. Parce qu'entre-temps, je n'avais pas trop le temps d'aller sur toutes les luttes. Hein. Donc c'était ce moment-là que je mettais pour la cause. Voilà. Merci, Michel. N'empêche que le montage, c'est aussi finalement des groupes qui étaient déjà constitués, qui venaient pour monter. Et on peut citer l'exemple de Vigneux. Les gens de Vigneux venaient pour monter un certain nombre de temps. Ceux de Vigneux, mais il y a d'autres aussi. Il est où Vincent, par exemple? Il est parti? Il est là, regarde. Ah, il est là. Vincent, Châtelier Vigneux. Je ne sais pas parler, moi, en groupe. Ça va être un peu compliqué pour moi. Peut-être des fois l'émotion qui va monter. Alors moi, je recule, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors nous, à Vigneux, on a commencé à faire des toutes petites choses, des pêches à la ligne et tout ça. C'était des pique-niques, c'était quand même le début de pas mal de choses. Après, on a fait des animations pendant les pique-niques. Et puis après, on a fait un peu de parking. Et moi, il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé... de toute ma vie, je pense que je me souviendrai de ça. Alors, c'était un des tout premiers festivals. Ça devait être 2007-2008, je pense. C'était le premier avec les... On gérait le parking. Moi, j'étais en travaux en plus chez moi. Bon, bref, pas beaucoup de temps à consacrer, mais on l'a fait du mieux. Et là, à 11h, 10h, 11h, ça arrivait. On ne savait pas d'où ça venait, mais ça arrivait. Des mecs avec des véhicules improbables, dans des états improbables aussi. Et les mecs, ils avaient véhicules, hein. Donc je gérais plus ou moins les parkings, j'avais des potes de milieu qui m'aidaient à gérer ça. Et de toute ma vie, je m'en souviendrai. J'ai dit à un gars, non, t'as un gros véhicule, ça serait bien que tu te mettes là-bas. Et le mec n'était pas content, a priori. Il m'a dit, non, je vais me mettre là. Et là, il sort, il ouvre le coffre. Il sort 2 énormes molosses, des chiens, mais énormes. Je peux vous dire, de ma vie, je crois que j'ai presque jamais eu ça. Je ne sais pas pourquoi, quel réflexe j'ai eu, je n'ai pas bougé. C'est ce qu'il fallait faire, mais un réflexe de survie. Mais de toute ma vie, je me suis dit, à ce moment-là, il m'aurait pu me tuer, tiens. Le mec, il était fou, furieux. Et donc ça s'est bien fini, après je suis encore là. Donc après, à Vigneux, on a géré la sécurité autour de scène. Sécurité en générale, la nuit, on a géré, ça aussi c'était pas mal, donc, on surveillait la nuit. Et puis après, après, oui, montage des stands, hein, on avait une belle équipe à Vigneux, on fournissait du matériel, avec les relations avec la mairie de Vigneux, je vous dis pas, ça n'a pas toujours été simple. Et puis, il fallait ramener le matériel. Et quand on s'était fait piquer du matériel, je ne vous raconte pas, les relations avec la mairie. Et, mais bon, c'est certainement un très très bon souvenir d'un temps de ma vie. Hein, donc, ça va bien. Merci Vincent. Merci Agnès, parce que si j'étais, c'est aussi à cause de principal. Un événement
sans organiser les déchets et les toilettes, ça peut pas, ça marche pas. Et les toilettes, il paraît que c'est pas chiant. Alors, il n'a pas arrêté de nous dire ça, Hervé. C'est très bien. Alors, pas tout seul. Donc moi c'est Hervé, j'habite Fête-Bretagne. Effectivement, j'étais pas tout seul pour cette histoire de toilette. Il se peut que je sois long parce que j'ai plein de choses en tête et c'est pas évident de se repérer les années, les lieux, ça se mélange un peu, donc on va essayer de faire ça bien. Surtout qu'il y a eu plein de choses aussi avant qui m'ont marqué aussi, comme le Festizad, mais même moi je me souviens aussi même des plans où je venais sur les campings faire de la batucada bien avant que ça se corse, on va dire. Mais on va dire l'entrée en toilette sèche sur les événements, ça s'est passé plutôt en 2013. Et notamment, il y avait Nino qui était en charge de ce chantier-là. Et il travaillait avec le matériel de Gérard Martin. C'est important de citer Gérard Martin. Parce qu'il a mis à disposition son matériel. Il y a Humus aussi qui participait à... C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouvait à être plusieurs associations à mettre tout notre matériel à disposition. Donc Gérard Martin, donc Terre aux plantes, Humus 44, du coup moi je venais avec l'association Ulzi Compagnie. Et on a même à un moment donné aussi fait appel à l'association Lasmala. Plus tard, voilà. Une première anecdote, et qui veut faire, oui, aussi sur un autre aspect, qui eux venaient plutôt pour nous aider à faire le transport des matières. Une première anecdote, la première année avec Nino, voilà, on n'avait pas forcément la même manière de fonctionner. Et à un moment donné, moi, c'était l'année où ma fille était née, donc j'avais aussi demandé besoin de d'autres choses dans ce week-end-là. Et je me souviens être revenu sur le stand où on avait mis à disposition une caravane que j'avais construit un mois un peu avant, c'était Ric-Rac. Et puis du coup, la caravane de toilettes sèches, elle fuyait en fait. Et du coup, Nino, il courait un peu partout, donc il s'était retrouvé à enlever une poubelle pour faire une vidange, mais il n'avait pas remis la poubelle. Donc ça avait commencé à fonctionner. Donc voilà, la caravane de toilettes sèches qui fuit, c'était déjà intéressant. Voilà, donc on était à l'époque avec un système de remorque où on vidangeait les matières dans la remorque pour être après mis dans des fumières, dans des fermes alentours. Voilà, donc ça c'était 2013. 2014, je crois c'était Bellevue, 2014. Là, on a un peu pété les plombs, on s'est retrouvé avec plein de copains à réfléchir comment pouvoir faire un truc super. Et on est parti sur faire de la scénographie, c'est-à-dire qu'en fait, on avait un espace qui se répartissait sur deux champs. Notre espace il était coupé par une haie, donc on a réussi à faire des passages dans la haie et on pouvait passer d'un espace à l'autre et des deux côtés il y avait des toilettes sèches. Et en fait on s'est débrouillé à faire des espèces de grands clochers de 6 mètres de haut avec des bambous. Donc il y en avait 4 en tout. Tout ça relié avec des banderoles, des fanions lumineux, une exposition sur les familles du monde. Et donc j'ai des images très belles de ce truc-là, de nuit, avec en plus les lampions qui partent dans les airs. Voilà, c'était vraiment, là on a essayé d'en mettre un peu plein les yeux, quoi. Les gens n'avaient pas l'impression de venir aux toilettes, c'était un lieu convivial. Voilà, après 2015, c'est ça 2015 ? C'était quoi, la Noé verte ? La Noé verte, on s'est dit on va s'organiser justement avec plusieurs associations, il fallait que ça soit collectif, c'était vraiment un bazar cette histoire, il fallait qu'on soit plusieurs. Et on s'est retrouvé à aménager un lieu improbable au milieu de la fête, presque à l'entrée, dans une friche au-dessus des lignes haute tension. C'est-à-dire qu'en fait, on est venu nous plusieurs semaines, plusieurs mois avant pour défricher, couper des arbres et se dire voilà, nous c'est là, et on va arrêter de courir partout dans les fumières, on va composter sur place. Parce que voilà, les années d'avant, on se retrouvait à avoir un problème de camion et devoir exporter la matière organique, je crois que c'était au Limambou. Et je me souviens traverser, alors l'année où on avait fait nos fanions, on était déguisés,
on était avec une Kangoo, avec une remorque qu'on nous avait prêtée. Et on exportait tout ça via le Limambou et on passait à travers le boulevard des cantines dans la boue avec la musique à fond. Et donc voilà, c'était un peu improbable. Et puis bah, voilà, ça s'est très bien passé cette histoire de compostage sur place. Du coup, ça se faisait c'est un peu débordé quand même au bout d'un moment. Et voilà, je me souviens de la fresque de Rémi Fraisse qui n'était pas très loin cette année-là. Après, l'année d'après, qu'est-ce qu'on avait? On est quasiment au Chêne des Perrières, non? Moulin. Je ne sais plus. Mais la dernière image, on va dire, c'est on va dire un espace. Là, c'était vraiment, on pétait les records, c'est-à-dire qu'en fait, si on parle de chiffres, nous habituellement, on remplissait 300 poubelles de matière organique. Là, et en fait, nous, à Fatima, on se retrouvait à mobiliser énormément de monde. On avait jusqu'à 300 bénévoles juste pour les toilettes sèches. Et la dernière année, on avait 7 lieux de toilettes, avec les campings, enfin, on en avait plein partout. 45 toilettes. Et du coup, on faisait les transferts avec l'association Qui veut le faire, qui venait avec son cheval et un plateau. Et du coup, on faisait les transferts. Et je crois que la journée du samedi, on avait calculé, on avait dû faire 35 ou 40 km à pied, quoi, avec tout ce qu'on avait à transporter. Et cette année-là, je me souviens qu'on était là encore 3-4 jours, voire 7 jours après la fin de l'événement. On était encore là, je me souviens du champ vide et nous qui étions toujours en train de brasser ce qu'on avait à brasser. Voilà, c'est peut-être trop long, voilà, toutes les images. Voilà, je peux passer à... Bravo. Il y avait aussi Frédéric qui coordonnait un petit peu aussi et qui est présent ce soir aussi. Et Mélanie. Tout est dit. Voilà. Vous pouvez dire des choses. Hein, au niveau des déchets, l'équipe déchets, je pense vraiment là, Laurent Dubos et compagnie, ça c'était important aussi parce que finalement on marchait tout le week-end avec peut-être pas 300 bénévoles mais sûrement 150 ou 200. Quand à la fin on ratisse, on passe le mardi pour ratisser tout, on a trouvé presque rien. Donc on peut dire aussi que c'est un événement responsable de ce côté-là et que finalement les gens ne laissaient pas les choses à traîner. C'est vrai qu'on ne vendait pas de canettes, de bière, il y en avait peut-être un petit peu, mais globalement on a trouvé quasiment rien. Voilà. Les chapiteaux sont arrivés, donc c'est commencé. On va passer à la partie sono. Je m'appelle Florent Cariou, du coup moi à l'époque j'habitais à Nantes. Et j'avais commencé en tant que bénévole pour le Crème des Landes et les premiers événements, on était sur 1 ou 2 chapiteaux. C'était avant même qu'on fasse le forum entre les branches des pays. Et là, on me demandait juste de tenir un chapiteau, d'être responsable, de rester là, de surveiller. Puis on a vraiment pris une tournure différente en 2013. Et en 2013, on est parti sur plusieurs chapiteaux, avec des grosses programmations pour chaque chapiteau. La programmation c'est bien beau, mais des fois c'est un artiste qui disait bah, moi je veux du son, je veux de la lumière, des fois c'est juste de la prise de parole, des fois on voulait mettre une scène et les artistes allaient dire ah non moi je veux pas de scène, je veux être sur le sol avec les gens, discuter avec eux, d'autres voulaient moi je veux une scène. C'était pas évident, il fallait qu'on dispatche tout. C'est l'année que j'ai rencontré Laurent Vermelin, on a fait ça ensemble en 2013. On se connaissait pas, on a fait le truc ensemble tout le week-end, ça s'est plutôt bien passé et je pense qu'après on a fait une bonne équipe tous les deux, tous les ans. Voilà, c'était pas évident parce qu'il fallait qu'on gère le cycle de tout le matériel, c'était pas que la sono, c'est-à-dire qu'il y avait les différentes tables, les chaises qui étaient empruntées à droite à gauche et nous on devait les dispatcher entre les différents chapiteaux, donc il fallait qu'on surveille ce qui va dans chaque chapiteau. On arrivait toujours 2-3 jours avant pour tout installer. Donc c'était beaucoup de boulot le matin pour tout installer, beaucoup de boulot le soir pour tout défaire, après les forums. La journée était tranquille, on pouvait se poser un petit peu, jusqu'à ce que le téléphone sonne pour nous dire tiens le micro marche plus dans tel chapiteau ou il manque là, il faut aller courir. Combien de fois j'ai couru après Pascal parce qu'il y avait des problèmes d'électricité sur une ravine ou sur un problème de... Voilà. C'était des super souvenirs et juste je voudrais terminer en disant que je suis entièrement d'accord avec Pascal, bah ouais, ça nous manque. Ça nous manque à tous. Si tu veux acheter quelque chose, c'est où? On va parler des bénévoles parce que plusieurs ont cité les bénévoles et on ne sait pas combien il y en a eu. Fatima, il y en a eu combien? Moi j'étais commission bénévole.
combien de bénévoles on drainait à la fin, je sais pas, je suis même incapable de dire. 600. Ouais, hein 600. Ah, plus que ça. Plus que ça, parce que sur mon fichier listing, je vais à 700 non. Puis après, des tas de gens qui passent et qui disent je veux bien donner un coup de main. Mais tout ça est monté petit à petit. Moi, j'ai commencé à donner un coup de main pour la chaîne humaine. Et puis après, l'événement 2013 d'été, ça s'est fait un petit peu à l'arrache au début. J'ai monté un tableur Excel, petit à petit ça a pris de l'envergure. Et puis voilà, avec les équipes du parking, voilà, le bar il gérait leurs bénévoles, les toilettes, tout le monde. Et donc c'était du boulot en avance, parce que dès que la date était calée et puis l'emplacement défini, c'était un appel au listing, prévoir les plannings, répartir les bénévoles. Mais voilà, il y avait des gens qui arrivaient de toute la France pour donner un coup de main et qui étaient là pendant 3 jours et qui faisaient 10 heures, 12 heures de créneaux de bénévoles sans s'arrêter, qu'enchaînaient. Voilà, j'en ai vu moi qui n'avaient plus de chaussures, qui avaient des bouts de plastique aux pieds, et puis ils entendaient qu'il fallait aller au parking, donner un coup de main, et ben j'y vais, et je prends une frontale et j'y vais, je donne un coup de main, donc non, c'était des rencontres humaines aussi bien pour le groupe d'organisateurs que pour tous ces gens qui se déplacent, et c'était merveilleux. Après, pas de problème majeur, ça s'est toujours très bien passé. À part Denis, parce que je travaillais avec Denis quand même, qui avait un jour percé un tuyau d'eau avec une sardine en 2013, je crois, en plantant le carbone. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'était lui. C'était lui. C'était lui. Cherchez. Et après, il n'y a plus de pression. C'est ça, après, il n'y a plus de pression. Les bénévoles viennent donner un coup de main, que ce soit avant, pendant ou après, mais tout ça, ça demande à être bien reçu et donc il faut qu'ils mangent. Et donc ils doivent manger tous les midis et même un peu le soir, parce qu'il y en a qui font la permanence, il y en a qui font. Il y a du temps à passer, donc au bout d'un certain temps, ils mangent. Qui c'est qui parle pour Paul? Françoise Fresneau, de Clessé. Moi j'ai commencé à venir m'occuper de la bouffe bénévole un petit peu pendant la chaîne humaine. Et puis après, ça a enchaîné sur l'événement d'août 2013, voilà, où on a été un peu débordé parce qu'il y avait énormément de monde. Donc on retournait acheter du melon, on retournait, enfin bon, on était un petit peu débordé par les poubelles, par les toilettes sèches aussi, enfin bon, on était débordé par pas mal de choses. Mais un souvenir inoubliable de ce temps-là, voilà, de ce moment de 2013. Après, ça a enchaîné en 2014, on a eu du mauvais temps. Donc ça, c'était un petit peu pesant pour tout le monde. Et je me souviens que pendant l'événement, les bénévoles venaient se mettre à l'abri un peu aux tables et chaises qu'on avait, et puis ils mangeaient un casse-croûte et puis ils disaient c'est dur. Mais bon, c'était comme ça, c'était le mauvais temps. Alors après, ça s'est enchaîné et puis on s'est drôlement amélioré. Alors il y a eu des comités, on a sollicité des comités de soutien du coin qui s'organisent en équipe pour faire la bouffe un petit peu avant chez eux et après on ramenait ça sur le terrain. Donc il y avait le comité de Plessé, donc Marie-France qui est là aujourd'hui. Il y avait le comité de Guinouette, donc ils sont là aussi. Il y avait Blain qui prenait part aussi à la confection des menus, et il y avait le comité de Derval. Voilà. Donc dès que la date était connue, le lieu était connu, on lançait l'avis pour qu'on puisse récolter. Alors il y en a qui faisaient des cakes, il y en a qui faisaient des desserts, il y en a qui faisaient, enfin voilà. Et puis moi j'essayais de faire un petit peu l'intendance, de savoir un petit peu ce dont on allait avoir besoin. Voilà. Et là avec moi j'ai
j'ai retrouvé ma pochette que j'avais personnalisée. Et puis j'ai tous mes budgets de bouffe avec les factures. Et je suis tombée sur un document par rapport à de nombre de repas qu'on avait servis. Ça, c'était en 2014. Donc on avait servi le mercredi 130 personnes, le jeudi 230, le vendredi 240 et le lundi 220. Voilà. Donc, ah non, c'était... Voilà. Mais c'était des moments super sympas, les gens qui venaient donner des coups de main étaient super sympas. Voilà. Puis on s'est amélioré, l'équipe des plombiers nous avait mis même un évier, on avait l'eau, enfin bon, c'était au top. Et là, Voilà. tu viens de dire ce soir que tu es prête pour le contrôle des impôts fiscaux. Alors, je suis prête pour peut-être pas le contrôle hygiène, parce que là, sur ce côté-là, je ne sais pas si on était très très bien débrouillés. La marche en avant n'était peut-être pas respectée. Mais ce que je trouvais chouette, c'est voilà, tout le monde donnait un coup de main, les gens allaient faire leur vaisselle, c'était voilà, une dynamique vraiment bon. Fallait s'y remettre tous les ans quand même, il y avait un petit coup de... Et puis une fois qu'on est dedans, c'est pas souci. Voilà. Pas bien. Merci. On passe à la bouffe. On va garder le Catherine pour tout à l'heure pour la partie avec Marc tout à l'heure. Le bar, boissons chaudes, c'était deux lieux séparés. Les boissons chaudes, il n'y a personne qui les représentait, à moins que Marie-Agnès veuille en parler des boissons chaudes. Non, il y avait quelqu'un. Pardon. Bernadette, pardon. Moi, je participais à l'organisation des 2011. Mais après, j'allais plus sur le terrain, puisque j'étais sur la cuisine aussi. Donc en fait, c'était les équipes. Il y avait 2 équipes de responsables. Il y avait toujours 4 personnes de responsables. Et puis après, des gens qui venaient faire des séquences de 2 heures à peu près de service. Il y avait les gens qui habitaient tout près, qui venaient dès le matin, parce que le café, il fallait quand même le servir de bonne heure. Pour les campings. Pour les gens des gens du camping qui venaient, oui, parfois. Et puis les gens qui travaillaient, enfin qui préparaient les choses le matin, quoi. Voilà, donc bon, après, c'est vous les filles qui savez mieux ce qui s'est... Bon, enfin, ça s'est bien passé, hein. Enfin, on a toujours trouvé du monde pour tous les créneaux. Et puis, je crois que les gens, là, ceux qui sont là ce soir, sont chauds, ils se retrouver. Donc, je crois que ça a été des bons moments aussi. Alors, on a eu l'électricité, l'eau, hein, des fois, qu'il a fallu l'eau. C'était bien vu quand on avait... les gens voilà. Ah oui. Hein? Oui, alors il y a eu quand même des moments où il a fallu porter l'eau, ça c'était pas très bien. Alors, Bernadette Durand, les premières années, on allait chercher l'eau à une tonne d'eau d'agriculteurs. Alors, on avait beau ouvrir les robinets, ça nous éclaboussait partout, on gâtait partout. Alors, remplir le percolateur de 100 litres, non, 80 litres, non, 80 tasses. 80 tasses. 10 litres, 80 tasses. Alors, il fallait transporter de l'eau, quand même pas mal. Et après, l'équipe de plombiers, merci Michel. Claude. Non, Claude, toi. Un robinet avec un tuyau flexible, qu'on allait éteindre, c'était le luxe. Pascal, c'est des gros consommateurs d'électricité quand même. Parce que le plus dur, c'était de leur demander de prendre un percolateur sur chaque phase. Je ne dis pas le chantier que ça a été. On a réussi. On a oublié après. Il suffisait d'oublier. Ce qu'on peut rajouter quand même pour les boissons chaudes, c'est qu'il y avait les grands événements d'été, mais il y avait tout ce qui s'est passé en dehors. On a été dans pas mal d'endroits avec tout notre bazar. Sur le périph', tout ce qu'il y a eu, quoi. Et en fait, dans une année, on sortait plein de fois. Et à chaque fois, les rassemblements, mais en dehors des rassemblements, il y a eu plein de fois. Alors pas toujours, il n'y a pas toujours besoin d'autant de monde. Il n'y avait pas toujours besoin d'autant de monde, mais c'est vrai que le matériel, oui, on l'a monté, démonté, et commandé, on n'en avait pas assez. Enfin bon, voilà. Mais ça s'est toujours passé dans la bonne humeur.
Merci Marie-Agnès. Le bar alors, le bar. C'est utile le bar, Bernard? Bon, Bernard Girard a Fête Bretagne, donc de Fête Bretagne. Donc le bar, c'est une longue histoire. Ça a commencé dans les années 2000 pour les pique-niques avec la petite équipe de Fête Bretagne, avec Ludovic, Jean-Luc, Guy Fourny, puis Philippe, et puis Hervé et tout ça. Et puis c'était une gestion un peu, on va dire, festive du bar. Voilà. On goûtait chaque verre. Et puis arrivé à la chaîne humaine où ça a été un gros truc, on a commencé à se dire qu'il fallait se structurer. Et on a essayé de se structurer, et ça a été assez compliqué, c'est-à-dire que il fallait, parce que bon, dans l'équipe, c'était toujours, pour les réunions, c'était toujours assez festif aussi. Hein. Bon. Et il a fallu essayer de se structurer, et on a commencé à comprendre qu'il fallait, je vais dire un mot qui va faire peut-être bondir les copains, mais contrôler les bénévoles qui venaient là, parce que, et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on les connaisse, que ça soit les mêmes, parce qu'à la chaîne humaine, il a fallu élargir les bénévoles, le nombre de bénévoles, c'était compliqué. Et donc, à partir de ce moment-là, on a essayé de gérer un peu mieux quoi, les bénévoles. Voilà. Et après, ça tournait avec les mêmes gens, avec la même équipe élargie, ça tournait pas si mal que ça. Et bon, alors, anecdote, si c'est ça que vous recherchez, c'est le souvenir d'une poubelle enterrée sous mon camion, où on mettait le pognon. Ah oui, c'est vrai. Où on mettait l'argent avec un fallait pas le dire. J'avais dit qu'on disait mort. C'est pas celle-là. Voilà. Et, voilà. Et anecdote aussi, je te laisse l'autre. Ouais, et anecdote aussi, le trésorier Gérard Cholet. Il était enterré avec la poubelle. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Gérard qui était un homme très confiant, qui part avec tout le pognon tout seul dans sa voiture. Oui, comme ça. Alors nous, on se dit, bah, quand même, faut pas déconner, on l'a suivi, on le suivait à distance pour, en se disant, si jamais il arrive quelque chose, si ça fait repérer. Bon voilà, ça c'est une anecdote. Je voudrais dire aussi que pour les bars, on a été tributaire de beaucoup de gens, notamment pour les barnums. Hein, Régis dansait quelque chose, quoi, avec Guélo, avec PC et tout ça, et que ça c'était aussi assez sympa de voir tout ce qui ça mobilisait autour quand même, hein, pour les hein qui Claude, ah oui, Claude, Claude il nous a amené l'eau, bien sûr. Malgré que ce soit un bar où il n'y avait pas beaucoup d'eau. Voilà, je laisse la parole à Jean-Luc. Oui, je crois qu'il a dit l'essentiel, c'est que c'était très festif, quoi. On a commencé donc quand moi je me souviens des premiers pique-niques où le dimanche soir on avait la remorque frigo à Sylvain derrière une voiture où on ne pouvait pas décoller parce qu'il y avait les gars de Notre-Dame qui avaient fini leur pique-nique mais qui ne voulaient pas bouger. Donc on restait là, assis sur le timon et on finit tout, quoi. Bon, ça a commencé comme ça. Et puis après, oui, la chaîne humaine, qui a été un gros morceau pour nous, une réorganisation, 3 bars d'affilée. Alors, c'était la première fois qu'il y avait des gros concerts. Donc pour nous, ça a été lourd. Il y avait la gestion On avait de la chance, quand même, il faut qu'on précise, d'avoir Pierre de la brasserie de Bouffet dans notre équipe. Ce qui a facilité beaucoup de choses, et notamment un truc pour tout le monde, c'est qu'on avait des tarifs préférentiels. Il ne faut pas l'oublier, c'était à prix coûtant. Et on a négocié, il a réussi à nous négocier ça avec d'autres brasseries pour avoir les prix coûtants aussi. Donc pendant de 2000, donc c'était quand la chaîne humaine 2013 jusqu'au dernier, on a toujours eu les mêmes tarifs. Hein, ça n'a jamais augmenté. Et on avait donc possibilité de toucher de taper dans les stocks des brasseries, quoi. C'était quand même quelque chose. Sauf une année, quand même, il faut qu'on le dise. Il y a une année, enfin 2 années. Oui. Une première année, on a contacté une nouvelle brasserie sur le bord de Loire, qui donne son accord par un mail, qui nous envoie ça. Et le jour où ils doivent nous livrer, ils ne sont pas là.
on les rappelle, et ils nous disent non, la commande n'a pas été passée. Et donc on lui ressort le papier pour lui dire ben, c'est toi qui as dit oui, c'est bon. Et donc on se retrouve avec la moitié du stock de bière en moins. Donc dès le samedi, c'était fini. Donc il a fallu trouver. C'est fini. Il a fallu trouver. Il faisait chaud ce jour-là. Pour le dimanche, hein, il y avait encore un festival, hein, il y avait un gros truc le dimanche, il a fallu trouver donc de la bière. Et on a toute la nuit, on a appelé au bière vin. Alors, et toute la nuit, hein. C'est-à-dire qu'on lui laissait des messages toute la nuit. Le gars, on le connaît pas, c'est un gars du bar de Saint-Omer qui nous dit on va l'appeler. Et en lui disant il faut que tu nous répondes le plus tôt possible pour nous dire oui ou non. Hein. Et à 10h le matin, il nous dit oui. Mais il nous dit j'ai pas le droit de rouler avec mon camion, c'est dimanche. Voilà, bah, quand même, il l'a fait. Et il nous a bien dépanné, il nous a redépanné. Enfin, celui-là, faut qu'on le retienne au Garvin. C'était très sympa. Bon, des anecdotes. Oui, bon, c'est vrai qu'on a quand même, ça c'était quelque chose de pas très facile et très évident pour nous. On a brassé beaucoup d'argent. Voilà, faut pas se leurrer. C'est normal. On a brassé beaucoup d'argent et donc une petite anecdote en plus de ce qu'il disait, c'est qu'un soir on rentre, alors je sais plus sur quel événement c'est. On rentre, on est 3 dans la voiture, avec ma voiture. Moi ouais, on a fait des kilomètres à pied et on a une boîte en plastique avec tout le pognon dedans. Et on prend ma voiture, on rentre, donc il est, je sais pas, 4h du matin. On arrive à Fête-Bretagne, contrôle. Contrôle. Il y a deux sièges dans la voiture, on est 3 dans la voiture, plus la caisse d'argent. Le gendarme, il nous demande les papiers. Ah, pas de papier. Vous arrivez d'où de Notre-Dame, on tenait le bar. Bon, on explique. Hein. Et le gars, il dit, il tourne autour de la voiture et on ne peut plus bouger. Il y a un moment, son collègue lui dit, bon, bah, on laisse pas. Il lui dit quand même, et il n'est pas attaché derrière. Il a toujours la caisse comme ça. Il n'a pas regardé, heureusement. Là, il a fallu justifier plein de choses. Et donc, il dit allez-y. Mais on lui dit on revient dans 2 minutes parce qu'on va déposer le gars et on revient. Et on se refait arrêter par une autre équipe 2 minutes après. Et le lendemain, on se refait arrêter par une 3e équipe. Au même endroit. Alors ça c'est des soirées comme ça, ouais. Bon voilà, une petite anecdote comme ça. Mais sinon, bon, le manque de bière. Tiens, tu parlais de bilan pour ceux qui n'ont jamais fait trop gaffe. Celui-là, c'est celui de 2017. C'est pas un des plus gros. Hein. Alors, 45 bénévoles tout le temps. En permanence, 45 bénévoles. Donc ça veut dire que vu qu'on tournait 24-24, hein, quasiment, puisque on s'arrêtait, quand la musique s'arrêtait, mais on tenait 1 heure, et après on refaisait les stocks dans les camions. Parce qu'on a eu aussi, tiens, une petite anecdote quand même qui n'était pour rien, c'est le coût des camions, les camions frigorifiques. Donc c'est aux Ardillières. Aux Ardillières, on a contacté plein des chauffeurs, des copains chauffeurs qui ont dans des entreprises qui ont des chambres froides, des camions frigos. Et il semblerait qu'il y a eu un mot qui est circulé chez les transporteurs pour dire qu'on ne prête pas de Smirnoff de froid. Et donc jusqu'à la veille, je ne sais pas si vous vous souvenez, la veille de l'événement, on n'avait pas de chambre froide. Donc on a trouvé un loueur de camion qui a dit oui, pas de problème. Bon, voilà. Mais là, on a bière chaude, c'est pas terrible. Ah non, puis je veux dire que là, on bossait quand même, tu vois, c'était un truc qui partait tôt dans l'année, sitôt qu'on avait la première réunion, nous après c'était parti. Donc juste comme ça, pour avoir des chiffres, et encore c'est pas les plus gros. Hein. Là, sur le week-end du 2017, donc 245 fûts de bière, soit 7350 litres, 650 et 700 litres de jus de pomme, 500 litres de vin, 144 bouteilles de limonade, 570 litres de cidre. Donc voilà, et plus le braise de poivre, plus de panache. Et là, c'est pas le bon là. Hein? Ouais, donc voilà. Mais ça a été vraiment
Bon, nous, ça pouvait paraître fermé pour les autres, notre équipe, parce que, en fait, c'était cette histoire d'argent. On a ouvert, justement, au gros festival des Ardillères, c'est celui-là. On avait ouvert, on avait fait, puisque c'était la première fois qu'on faisait un gros festival, où Marco intervenait, là, où l'affiche semblait énorme. Et on avait essayé de chiffrer qu'est-ce que ça peut apporter comme... Parce que c'est là-dessus qu'on se basait. C'est qu'est-ce que ça peut apporter comme public, une affiche comme ça, en plus des militants. Et donc là, on avait fait gros avec des semi-remorques de bière qui étaient venus nous livrer. Et on avait décidé de faire un bar, plutôt que de faire plusieurs bars, un bar de 100 mètres de long. Avec, je ne sais pas, il devait y avoir 12 ou 13 tireuses double bec sur toute la longueur. Et là, on avait fait un système, c'est qu'on avait mis l'équipe bar s'occupait de recruter les bénévoles sur place. C'est-à-dire qu'il y avait des appels à la SONO pour dire si vous voulez servir au bar, allez au bar et on vous inscrit sur un tableau. Donc ça, on avait voulu une ouverture pour que tout le monde puisse s'impliquer dans les gens qui venaient, dans le bénévolat aussi du bar. Quoi. Et là, on s'est retrouvé avec des bénévoles qui n'ont pas joué le jeu. Il a fallu qu'on expulse du bar. C'est-à-dire qu'ils servaient à boire aux copains, sans jamais rien rentrer. Et là, c'était très très désagréable à faire, parce qu'on est vraiment passé pour les flics, là, les mauvais. Il a fallu le faire, on l'a fait, mais on n'a pas recommencé ce système-là. Donc c'est pour ça qu'on est resté après sur une équipe bar assez fermée, et on ne demandait pas trop à Fatima, en plus ça la soulageait déjà de ne pas avoir ça. Et donc on avait fait, donc nous on tournait avec l'équipe, le groupe de Blain, donc qui était déjà intégré dans l'équipe de départ. Et après on a fait appel à Redon. Qu'est-ce qu'il y avait à Redon? Je sais pas. Guémené. Ouais, l'équipe de la Donc voilà. Très bien. Merci. Et on a passé de très bons moments. Et avec vous, N'empêche que finalement les bars, c'est quand même beaucoup d'argent qui circule. Hein. On pourrait parler des entrées, mais peut-être personne ne peut parler des entrées, mais c'est aussi de l'argent qui circule et ça a quand même amené quelques frayeurs, quelques inquiétudes à plusieurs personnes, le moins possible. Et c'est pour ça que si la plupart vous ne saviez pas comment était stocké l'argent, maintenant vous le savez, il valait mieux que personne ne le sache parce qu'on est beaucoup plus tranquille quand on ne le sait pas. Oui, c'est vrai tu vas trouver d'autres combines. Pour d'autres occasions, oui, sans doute. Ouais. Celle-là était bonne. Celle-là était très bonne. À propos d'argent, je voudrais parler de Gérard, la sérénité qu'il affiche. Pardon, excuse-moi. Gérard Chollet, la sérénité qu'il affiche, le jour où on se fait contrôler par les flics, il arrive à 8 h du matin chez moi pour prendre l'argent. Et puis, on compte l'argent. Et puis, énormément d'argent. Je lui dis, bah, c'est pas mal. Il me dit, oh, on a vu mieux. Et il repart tout seul avec l'argent. Et anecdote, je ne sais pas si c'est... Il me dit, bah, je vais avoir du boulot pour tout repasser, parce qu'il repassait les billets. Passer les billets. Parce que il va passer dans une machine à la banque, il passe à la machine. Et donc le banquier, au début, nous on redonnait l'argent, on les a pas dans les poches, on déballait ça comme ça sans les plier. Il y a eu des moments, Ludo il serait là, il raconterait, où il y a une équipe qui est dans une voiture, tout le temps dans la voiture pendant le festival. Et qui s'occupe de ramasser l'argent, enfin on lui ramène l'argent, et qui trie tous les billets, et qui les met bien dans le bon sens. Ouais, dans le bon sens, voilà. Il les repassait aussi chez lui. Il repassait les billets. Non mais Gérard, il a été très effacé dans notre organisation, mais ça a été d'une efficacité redoutable. Il vaut mieux que personne ne sache qui il est. Ouais. On ne saura pas qui c'est. Information, oui, le 2013, ça devait être 160 000 €. Quoi. Donc ça fait quand même un peu d'argent qui circule qu'en billets. Pas qu'en billets, parce qu'il y a un compte de tout. Voilà. La communication. Anne-Marie, la partie presse, la partie photo, André, les photos aériennes, tout ça. Donc, Anne-Marie commence. Ouais. Alors, Anne-Marie Chabot, Grand Champ des Fontaines. Donc moi j'avais la charge de tout ce qui était communication vers l'extérieur, Internet, etc.
Alors, il faut rappeler qu'au tout début, Pique-Nique de la CIPA, niveau communication, c'était simple, c'était une affiche, et basta. Pas d'espace presse, rien du tout, ça se débrouillait, plutôt moins que plus, mais bon. À partir de la chaîne humaine, ça commençait à monter un peu plus en puissance, il commençait à avoir un Barnum pour accueillir plus ou moins la presse, avec pas grand-chose, mais enfin, il y a quelques... Et puis petit à petit, on est arrivé au dernier événement à avoir une vraie salle de presse avec un espace au calme pour les journalistes pour qu'ils puissent travailler correctement. Par rapport aux années précédentes où on affichait aussi la revue de presse, on avait régulièrement des gens qui venaient voir la revue de presse et puis on était bien à cet salon, il y avait des chaises, il y avait des tables et on s'installait et on papotait tranquillement pendant que les journalistes essayaient de bosser à côté. Donc à la fin, on avait mis une vraie salle de presse isolée, tranquille. On avait réussi à ramener de l'internet. À partir de 2010, je crois, il y avait un site internet dédié à l'événement. Plus on avançait, plus il y avait de choses à l'issue de l'événement. Les photos de Guillaume, les vidéos souvent de Jean-Luc ou d'autres. On a essayé à la fin de faire des vidéos de tous les Barnum pour que tous les débats soient disponibles pour tout le monde après l'événement. Donc c'est vraiment passé de rien à quelque chose d'extrêmement professionnel. Et ça, c'était quand même assez magique. Magique dans la préparation, magique dans l'organisation. Et moi, j'en garde des souvenirs inoubliables. Au niveau anecdote, il y avait cette histoire de gens qui viennent manger les glaces pendant que les journalistes font des interviews. Il y a eu... moi, j'ai eu des moments... J'ai eu un grand moment de solitude, ça devait être pour l'affiche de 2013, où on avait travaillé avec un graphiste qui n'était pas le même graphiste que d'habitude. Gilles Bourgeois, tu l'as pas pu tenir, je suppose aussi. Et qui avait pris une photo du rassemblement du 17 novembre pour illustrer le rassemblement. Une photo qu'il avait retouchée. Donc moi j'étais très très inquiète par les droits d'image, donc je lui ai dit, t'as bien vérifié, c'est une photo, t'as les droits, il n'y a pas de souci, on va pouvoir l'utiliser. Oui, t'en fais pas, et de toute façon, comme je la modifie et que je la retouche, il n'y aura pas de problème. Donc pas de problème. Au mois d'août, pendant mes vacances, ou juillet, enfin je ne sais plus, pendant mes vacances, un appel un peu paniqué de la personne qui relevait l'adresse mail de l'événement, qui me dit, écoute, je viens de recevoir un mail de l'AFP, il y a un problème avec l'affiche, parce que l'affiche, c'est une photo à eux, et il va falloir payer des droits. Donc, petit moment d'inquiétude et d'énervement. Donc il a fallu vérifier, rappeler l'AFP, c'était le centre de Paris, ce n'était pas des journalistes en locaux, c'est des gens qui sont dédiés à s'assurer que leurs droits sont respectés, ce que je comprends tout à fait. Et on a quand même réussi à obtenir un prix minimum pour la photo, parce que l'affiche elle était partout, il n'était pas question de changer la photo. L'affiche était faite, l'affiche était imprimée, les flyers étaient partis. Et donc ils ont été compréhensifs, ils ne nous ont pas fait payer une somme trop importante. Mais malgré tout, bon, ça a été une semaine de vacances un petit peu perturbée. Et puis sinon, je tiens à remercier tous ceux qui étaient là pour nous aider. Donc il y avait Guillaume qui nous fait des photos très très régulièrement. Quelque chose à ajouter? Guillaume de Cropp, bénévole à Notre-Dame. Là, aujourd'hui, on enregistre la mémoire audio. Moi, c'était sur le terrain en mémoire par l'image. Moi, j'ai donc débarqué, effectivement. La première fois que j'arrive sur Notre-Dame-des-Landes, c'est 2009, avec l'Altartour, parce que je fais partie d'équipe qui crée ce modeste et génial événement qui dure encore. Moi, mon boulot, alors je vais confirmer ceux qui ont dit que quand on est dans l'orga, on voit rien. Moi, pour le coup, je suis photographe, je suis censé tout voir, mais en fait, à la fin, on s'aperçoit qu'on n'a rien vu. Vraiment. On a participé, je disais à Anne-Marie tout à l'heure, en fait, je reconnais plein de visages là. Il y en a 4-5 un peu majeurs parce que Stan, parce que Catherine, parce que Julien, je reconnais. Mais il y en a plein d'autres aussi, je me souviens les avoir vus, et puis c'est tout quoi. Ça a fait ça, voilà. Courir partout. Moi, mon rôle c'était de faire. Je crois un peu au pouvoir de l'image parce que je pense que ceux d'en face, ils arrivent à nous la mettre profond avec l'image aussi. Et je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire passer nos messages aussi avec l'image en fait. Et j'essaie de faire des choses sympas, assez exhaustives. C'est pour ça qu'en fait on voit rien parce qu'on court partout, chaque tente, il faut faire les débats, les gens, les invités, les concerts, les groupes ça change toutes les 3 quarts d'heure, 1 heure. Enfin bon,
Ça tourne beaucoup, quoi. Après, je rentre, je trie tout très vite. J'ai pris cette habitude-là avec l'Altertour pour alimenter, parce que je me dis, on va donner envie à ceux qui hésitent, là, de l'autre côté de leur ordi, on va peut-être leur donner envie de venir. On va aussi, ceux qui n'ont pas pu venir, on va aller leur faire vivre le truc. Puis bon, voilà, ça fait une belle mémoire. Je confirme, c'est bien en 2014 qu'il a beaucoup plu, bien été emmerdé avec mes photos. Et je me rappelle, je crois, du titre de Ouest France ou je sais pas quoi, c'est il n'y a plus que les toilettes qui sont sèches. Première, vous devriez retrouver la couve, je pense. Notre-Dame-des-Landes, il n'y a plus que les toilettes qui sont sèches. Voilà. Quoi dire d'autre? Anecdote, je sais pas. Une qui m'a un peu bouleversé, moi, c'est quand il y avait Lazzaro, des garçons bouchés. Ouais. François G. Lazzaro, qui m'a un peu jeté quand j'ai voulu faire. Il était au fond, là. Puis bon, moi je suis militant, alors peut-être voilà, ils doivent en avoir marre. Et moi je sais pas, peut-être je sais pas faire non plus, mais j'étais loin en plus. Bon, il m'a un peu envoyé bouler. Puis il y a un autre vachement plus positif, c'est la fin avec HK, ils ont bien joué HK là. Oui. Là ça a été des photos avec les gens et tout, ils prennent des photos, tout. Le public, quand on est sur la scène et qu'on voit tous ces gens là, puis là par contre je savais faire, je dis allez, les bras en l'air et tout, c'est la teuf, et bon, voilà, ça fait des chouettes choses. Et puis c'est marrant de vous en parler parce que je sens que dans vos témoignages, il y a un cap qui est passé en fréquentation, apparemment c'est la chaîne humaine, c'est ça? Il se passe quelque chose à partir de la chaîne humaine? Oui, la chaîne humaine depuis 2013 après. Et après, ouais, non, mais à partir de ça, et moi je m'en aperçois pas de ça, parce que je suis pas sur place, parce qu'on court partout et qu'on voit rien, encore une fois, on voit qu'il y a du monde, un peu plus, un peu moins, mais sans vraiment, quoi. Et puis, bah, de toute façon, bravo à tout le monde, là, tout le monde, parce que chacun c'est son petit caillou au mur de la résistance. Aujourd'hui, il n'y a pas d'aéroport. André Bocquel de Villers-de-Bretagne. Moi, je suis intervenu particulièrement sur les photos aériennes. Les photos aériennes, donc j'en ai fait... j'ai été sollicité au départ peut-être plus par Agnès et puis Bernard, et puis toi, Marie aussi. Mais la chaîne humaine, vous avez mis les moyens parce que vous avez pris un hélico là, pour faire ça. Donc on avait un hélicoptère, des listards, des mecs avec qui j'avais l'habitude de travailler. Moi, c'était mon boulot quand même de faire ce... Enfin, je fais pas que des photos aériennes, mais c'était aussi dans le cadre de mon travail. Quoi. Et donc j'avais envie de faire ça avec eux. Et puis, donc cette équipe, le pilote, l'organisateur de l'hélico, tout ça, c'est des copains. Quoi. Donc, ils étaient partants pour le truc. Ils ont facturé, c'est sûrement leur prestation, parce qu'un hélico c'est cher, il faut le payer. Quoi. Et on a fait les photos, et ils étaient venus avec Papy Brossard. Alors, Papy Brossard, c'est un vieux monsieur qui a un terrain à la sortie de l'estuaire côté Saint-Brévin. Et l'hélico, il se servait de cette base-là pour souvent se poser, et puis il a un hangar, donc il rentrait... parce que sinon, ils étaient basés à la Baule, mais ça les faisait chier, la Baule, de l'hélico, donc ils aimaient bien petit Papy Brossard. Et Brossard, c'était un fan d'hélico. Il ne pilote pas du tout, hein. Enfin, il pilote un ULM, mais il ne pilote pas l'hélico, lui. Mais lui, il adore l'hélico, et puis chaque fois qu'il peut faire un tour en hélico, il est content. Hein, il prête son terrain et tout ça. Et puis donc on fait les photos de la chaîne humaine, ça se passe bien, enfin, on fait le tour, on fait un premier tour. Et puis vraiment, c'était super, parce que c'était plein partout. Enfin, il y avait quelques petits trous, mais vraiment quelques petits trous qui ont été exploités par les autres, forcément, ils ont montré que ça, en disant ils ne sont pas capables de réunir tout le monde, ils n'arrivent pas à fermer le cercle. Quoi. Mais il y avait des endroits où il y avait 4-5 lignes de personnes. Quoi. C'était plein, quoi. Donc il y avait largement ça couvrait largement le truc. Quoi. Donc, et après, on se posait sur un terrain, dans un champ, là. Et il y avait les flics aussi, ils sont venus avec un autre hélico. Ils sont posés à côté, et puis ils ont essayé de faire chier un peu, parce qu'ils ont voulu chercher des noises, un peu, essayer de voir, ils ont demandé les papiers au pilote, machin, ils voulaient absolument faire un problème. Quoi. Et heureusement, il y avait Papy Brossard qui était là, quoi, parce que Papy Brossard, il connaît bien les flics, parce qu'il leur permet à eux de venir se poser sur ce terrain. Enfin,
Ça, ils aiment bien les flics, parce que ça les aide bien, pas par rapport à Notre-Dame-des-Landes, on n'a rien à voir, mais ils aiment bien les poser là-bas, parce que c'est pratique, quoi. Ils sont à la sortie de l'histoire, là, ils sont bien. Et le papy brossard, il s'est éclaté, le petit bonhomme, là, puis il dit, bah, arrêtez vos conneries, quoi, ça va bien, quoi. Et puis ça s'est arrangé quand même petit à petit, mais enfin, il y avait un connard dans les flics, là, il voulait vraiment foutre la merde. Finalement, ça s'est bien fait, quoi. Alors ça, c'était donc avec la chaîne humaine, là, c'était vraiment sympa. Et autrement, moi, les bons souvenirs que j'ai, c'est avec Michel Tarin, où j'ai volé plusieurs fois en ULM avec lui. Alors, j'avais jamais fait du ULM avant de voler avec Michel. Hein. Et quand il m'a embarqué dans son truc, la première fois, on partait de sa ferme là-bas, sur le truc. Je dis, je t'ai accroché, et ça secouait, on disait, mais c'est pas possible. Moi, j'avais la trouille, c'était plus à l'atterrissage, en plus, on ne va jamais s'arrêter, c'est pas possible. Et alors, Michel m'avait prévenu avant, il me disait, bon, tu sais, moi, je suis piloteur, moi, j'avais ma licence d'avion, tout ça, pilote. On me l'a retiré parce que j'étais malade, j'ai un problème cardiaque, tout ça, mais t'inquiète pas, Et Michel, moi je le connaissais pas, mais je le connaissais comme ça depuis ce moment, mais on est devenus vraiment copains, enfin vraiment sympathisés, mais il m'a dit, dans les derniers moments de sa vie, il me disait, putain, quel dommage qu'on soit connus si tard, quoi, parce qu'il y a vraiment une amitié très forte qui s'était faite, et c'était un type formidable, quoi. Et j'ai fait pas mal de photos avec lui en ULM, comme ça, et j'en garde un très très grand souvenir. C'est vraiment un grand bonhomme. Merci à lui. Il y avait du ludique, il y avait aussi la partie plus militante avec les forums débat. Les forums débat qui préparaient, c'est Philippe, qui est représentant, Dominique. C'est tout, je crois. Vous êtes mis d'accord? Ouais. Je ne vais pas avoir trop d'anecdotes. Enfin, les forums débat, oui, on en a fait quelques-uns. On attendait que le thème de l'événement soit décidé et ensuite on se réunissait. On était je suis de Saint-Herblain, de Saint-Herblain. Dominique Douot de Saint-Herblain, du collectif Saint-Herblain. Donc, nous, on s'occupait essentiellement du forum débat. On avait pas mal de gens de chez nous, de Saint-Herblain, qui naviguaient dans pas mal de commissions. Et puis nous, on s'occupait, on se réunissait à une bonne dizaine. Et après, ça partait, il fallait trouver des intervenants. Et puis après, toute la logistique au niveau des chapiteaux, c'était super bien organisé, parce que la sono, tout était nickel. En fonction des... il y avait... moi, j'ai quelques souvenirs. C'était avec... il y a des gens qui venaient de loin au Forum Débat, même des gens qui venaient de Belgique. Jean-Baptiste Fressos, Christophe Bonneuil, on a parlé d'Anthropocène à ce moment-là. Et après, il y en a un autre nom qui vient, c'est Pablo Servigné, quand on a parlé de collapsologie. Ça doit vous dire quelque chose maintenant, parce qu'on l'a entendu pas mal à la radio depuis les derniers temps. Voilà, ce sont des moments qui me reviennent. Toutes les luttes aussi étaient représentées. Hein. Il y avait des grands projets inutiles, aussi bien de Gonesse que de Bure. Donc il y avait tous les forums débat. Il y en avait quand même une quarantaine à peu près d'organisés sur différents chapiteaux. Et moi j'en garde un très très bon souvenir. Les rencontres avec les gens, les forums débat qui faisaient le plein partout un petit peu. Hein. Et puis voilà. Pas d'anecdotes particulières, des rencontres très intéressantes et des débats passionnants aussi, bien sûr. Voilà. Oui, Philippe Pénaud, moi je ne sais pas trop comment je me suis fait embarquer dans la commission Forum Débat. Peut-être Agnès, peut-être Catel aussi qui animait les réunions.
Et puis en tout cas, à un moment donné, j'ai senti que je ne pouvais pas dire non à la proposition, donc voilà, j'ai commencé. Donc on a rempli 3 années, je crois. C'était les dernières années, 15, 16, enfin 2015, 2016, 2017. Des anecdotes, non. Enfin, ça faisait plaisir en tout cas à chaque fois de voir les chapiteaux remplis. Il y avait quand même très souvent beaucoup de monde. Et ça, voilà, ça faisait drôle de passer des contacts téléphoniques, des mails, des machins qui étaient nombreux quand même, parce qu'il fallait y aller pour coordonner les différents débats. Donc passer des tableaux là qu'on avait réussi enfin à remplir à ces forums qui vivaient, qui étaient chouettes quoi, quand même. Alors avec une petite frustration aussi, c'est qu'on était quand même assignés à un chapiteau, tous on en était. Et donc on ne voyait pas les autres. Il fallait un autre billet, enfin un truc, une petite excuse avec des copains pour pouvoir aller voir un truc qui intéressait un peu plus. Mais voilà, mais c'était le lot de tout le monde. Donc, mais bon, c'était bien. On avait l'impression d'être un peu utile après avoir monté. Je voudrais dire aussi, je profite de la parole là pour dire que Régis a présenté toutes les activités et tous les trucs qui étaient utiles, mais il y en a un qui était vachement utile aussi pour l'installation. Au moment de vraiment l'installation avant la fête, c'était Régis qui coordonnait. Enfin, il y avait peut-être d'autres personnes, mais enfin, moi je voyais surtout Régis qui coordonnait tous les trucs. On allait le voir, on lui demandait, bah oui, il y a du boulot là-bas. Voilà, et tout était dans sa tête bien avant. Et, voilà, merci à toi. C'était en plus dans une ambiance. Enfin voilà, tout ça c'était dans une super ambiance et moi à chaque fois j'en revenais gonflé. Les temps forts. Les temps forts, on avait pris l'habitude. On n'a pas parlé du point enfant, Oui, des personnes pour le point oui, enfant, des entrées, de... On avait pris l'habitude de faire un temps fort le dimanche matin, qui est passé d'un meeting à une partie fresque, à une autre évolution. Est-ce que Elisabeth, tu veux évoquer ça? Donc moi, Elisabeth Guisto, j'habite Couëron. Et effectivement, j'ai rejoint la commission, alors qu'on appelait à l'époque meeting. C'était le début de la commission meeting où il y avait effectivement ce temps fort politique, où il y avait des intervenants qui représentaient la lutte. Et l'idée, c'était de mobiliser les troupes quand même pour continuer le combat et avancer aussi des têtes nationales, enfin bon, toute une recherche. Après, il y a eu le passage effectivement vers les moments plutôt festifs dits de temps fort. Et le passage, là, j'ai l'anecdote directe pour, à un moment donné, on choisit effectivement de ne plus faire le meeting avec des intervenants politiques, parce que, vous vous souvenez peut-être, ce dimanche matin, on est tous là, il y a plein de monde, c'est à craquer, et je ne sais plus qui intervient, grosse panne de sono, et des petits nez rouges qui se promènent partout, dans le grand chapiteau. La ZAD nous avait coupé l'électricité et tous les micros de cette intervention. Et effectivement, ça a été un peu le tournant où les fois d'après, on est plutôt rentré sur du temps festif, du temps fort, pour éviter effectivement cette confrontation qu'on n'avait pas. Bon, on s'en était bien sorti grâce à l'électricité qui avait remis, tout le monde avait bien remis les éléments à un moment donné. Mais bon, voilà. Après, les souvenirs le dernier, autant les totems avec la danse, etc., c'est vrai que ça a été une autre forme. Et bon, moi, personnellement aussi, ce que je retiens, c'est quand on a animé les débats, c'est l'année où il y a Pablo Servigne, effectivement, et puis les rencontres avec Hervé Caïf de Reporter, et puis Mediapart, Jade Liga. C'est vrai que avoir ces voitures nationales qui donnaient une valeur en fait et qui est une reconnaissance en fait au rassemblement quand même, le fait que on avait cette tribune quand même. Donc voilà. Le meilleur souvenir c'est quand même dans les derniers où plutôt que de faire intervenir du politique, là du coup c'est tous les acteurs du mouvement qui sont intervenus les uns après les autres dans du témoignage. Et ça, je me rappelle plus d'un qui était « Mais moi, j'ai rien à dire sur la lutte. » C'était la démocratie. C'était en quoi chacun pouvait être acteur de cette démocratie. Et chacun disait « Mais moi, je peux rien raconter. » Il y en a un petit livret. Je l'ai encore sur mon ordinateur. Le petit livret où chacun a sorti de ses tripes pourquoi il était à cheval sur la démocratie et le rôle du citoyen dans la lutte. Merci.
vous? travaillé aussi. Bon, bah. Allez, Dominique. Ouais, comment tu t'appelles? Dominique Le Breton. J'ai plein d'histoires à raconter, mais pas forcément. Alors là, si, ce qui était sympa, c'était aussi la préparation. Parce Ah, que, bah oui, je n'ai pas parlé. là, on se voyait, il fallait aller à Orvaux, là, c'était. Saint-Herblain. À la bergerie. Et puis, c'était assez sympa, en fait, la préparation de ce moment-là. Donc, la coupure d'électricité. Donc, moi, ça m'a valu après de faire un peu le service d'ordre, en fait. Donc, je circulais, j'ai veillé à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne foutre le bordel, quoi. Parce qu'il y en avait qui étaient délibérément ici pour nous emmerder. C'est sûr qu'ils appréciaient pas, à l'époque, ces fameux... politiques, bah oui. Ouais, les meetings, quoi. Et voilà, autrement... là-dessus, de toute façon, j'aurais autre chose à dire sur les... Je pense que dans les préparations, le moment clé, c'était quand il fallait trouver le thème, et après, comment on allait, eh bien, on faisait 1 réunion, 2 réunions, 3 réunions, et on se quittait en disant, c'est pas mûr, on ne sait pas où on va, on ne connaît pas la forme, parce qu'en fait, on avait carte blanche, en fait, pour organiser la forme, et il fallait réinventer une forme à chaque fois. Et ça, c'était pas si simple que ça, quand même. C'était sympa, mais... On était combien? 6, 7, 8. Agnès était avec nous aussi. Ouais. Voilà. Oui, puis en plus des forts caractères, quoi. C'était pas facile de se faire entendre. Et puis après, on critiquait la France. Ok, Elisabeth, Agnès, Geneviève Coiffard était là aussi. Vous voyez que des... Donc c'était pas facile. Merci. Le moment festif, c'est la partie culturelle aussi, hein, avec une évolution du rassemblement vers une partie plus festival, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Hein. Le rassemblement festif et militant a failli devenir un festival à un moment, en 2013, même presque 2014 quand on a mouillé, mais on a réaffirmé 2015, 2016, 2017 que ce n'était pas un festival et que la partie culturelle, tout aussi importante, il fallait qu'on arrive à la contenir, puisqu'il y avait tellement de choses à voir sur l'événement qu'on ne pouvait pas faire que de la musique tout le temps. Alors Marc, qu'est-ce qu'il en dit de ça? Ça ne fait pas que je dise ça. Alors, Marc, qui s'occupe de la programmation, tu passeras la parole après à Jean-Yves et Marie-Agnès, si tu veux bien, parce que c'est un petit peu lié avec la Catherine. Marc Tissot, de Nantes. Moi, je suis arrivé dans la lutte 2012 en tant que lutteur citoyen parmi tout le monde. Et puis, c'est à partir de la chaîne humaine, je me suis dit, bon, je vais essayer d'apporter un petit truc que je sais faire. De toute façon, je fais quelque chose, donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être tenir un bar ou je sais pas quoi. C'était à l'AG de la CIPA. Je dis, bon, si vous voulez, je connais quelques artistes. Puis bon, je fais un petit métier, c'est directeur technique de spectacle. Bon, je peux peut-être vous faire un truc. Et là, l'idée, c'était de monter le niveau des concerts à un niveau d'artistes de renommée nationale, régionale, nationale, internationale, avec un enjeu d'avoir un maximum de gens. Donc la barre était très haute. Je connaissais pas les gens, j'avais jamais travaillé avec personne. Et puis évidemment, toujours dans un contexte bénévole. Donc des artistes bénévoles, des techniciens bénévoles. Et les seuls trucs qu'on devait payer, c'était du matos. Et qu'il fallait avoir un tarif le moins cher possible. Alors qu'il faut normalement des dizaines et des centaines de milliers d'euros pour faire un truc de cette taille-là. Et bon, alors on a essayé. Là, on était plusieurs à faire la programmation. Donc déjà, le truc, c'était de se dire, il faut faire ce niveau-là avec des esthétiques différentes et il faut qu'on ramène beaucoup de monde. On ne connaît pas le terrain et tout ça. Et puis donc première année 2013, terrain hyper sec. Beaucoup d'artistes. On s'était donné une cadence changement de plateau en 20 minutes, comme dans les trucs les plus hard professionnels. On avait des plateaux roulants pour une scène qui rentre, une scène qui sort. Et puis on avait dit, bon,
du rock, tous les styles. Donc on a eu les Ramoneurs de Menhir par exemple, anecdote, où là, bon, j'en ai fait quelques-uns des concerts rock-punk, je savais déjà, là on avait déjà quelques différences de niveau d'appréciation, par exemple de la sécu, moi je savais que là ça allait être le déferlement, ça allait pour aller sur la scène, enfin c'était le gros délire, il y avait, je sais pas, il y avait peut-être 6000 personnes devant la scène, voire plus à ce moment-là. Bon bref, des crash barrières, enfin c'est des notions qui pour moi sont le b.a.-ba du métier, qui paraissaient un peu saugrenues, mais je pense que tout le monde a vite compris l'enjeu. Une anecdote dès le début du terrain inconnu, camion scène, donc un truc qui pèse quand même 38 tonnes, donc la scène qui se déploie sur des vérins, donc on déploie les vérins. Donc, et c'est là que toute l'aventure de 2013 à maintenant, ça a été allô les amis paysans, qui c'est qui a des traverses de chemin de fer, qui c'est qui a des... Et voilà, à chaque fois, moi ce qui m'a toujours plu là-dedans, c'est toujours des solutions. Ou quand je me disais mais ce terrain, mais il y a des haies partout, comment on fait pour venir? T'inquiète. Voilà, tracteur, machin. Moi j'étais, bon j'en ai vécu un peu, ça fait maintenant je suis en fin de carrière, et j'étais vachement impressionné par la logistique de tout le monde là. Donc ça, une belle anecdote sur 2013 aussi, c'était les bombes de balles, les filles, les Toulousaines, où ça a dansé dans la poussière. Il faisait tellement chaud qu'on a arrosé tout le monde avec un minuscule petit arrosoir. Et une super anecdote. Panne de... On avait groupe électrogène tombé en panne, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était un groupe algérien, c'était Gnawa Diffusion. Ils ont continué à jouer acoustique pendant 10 minutes, ça faut le faire. Et puis ils étaient super contents, enfin tout le monde était super content. 2014, il fallait tenir le niveau, parce que je pense que c'était une année où il y avait eu de la notoriété, il y avait eu du monde, il y avait eu de l'argent. Et là, il fallait faire pareil, mais sauf qu'on se prend le gros crachin, ça c'était atroce. Alors c'était en plus, oui, alors des anecdotes, moi je me suis dit, tiens, je fais un nouveau métier, parce qu'on était en plein dans la ZAD, et moi j'avais connu un zadiste, un punk bien défoncé, qui est décédé là d'une overdose malheureusement. Et j'avais bien entendu, et j'avais réussi à intégrer dans mon équipe. Ah oui, parce qu'il faut le compliqué, c'est faire du boulot professionnel, comme je vous dis, les changements en 20 minutes, c'est-à-dire des trucs qu'on voit dans les festivals archi-pro. Je me rappelle mes enfants qui sont des festivaliers depuis qu'ils sont nés, ils me disaient mais tu fais chier, enfin ils ne disaient pas comme ça, sinon... Papa, on ne te voit jamais, tu es tout le temps dans ton ordi, tu prépares. Voilà. Et puis quand ils ont vu le festival, le moment festif du rassemblement de 2013, ils disaient ah oui, mais je comprends, d'accord, c'est les mêmes quand on va dans les festivals en France, en Europe, c'est pas d'accord. Et 2014, on est dans la ZAD, et alors là, donc faire une équipe de professionnels bénévoles, de machinistes, de manutentionnaires qui apprenaient sur le tas. Et puis dans la ZAD avec les amis zadistes dont certains bien déchirés, là je me suis dit, ah bah tiens, en plus je suis éducateur. Non. Et ça, il y a eu des moments chauds, je me suis dit, ne t'énerve pas, c'est pas le moment. Mais j'ai réussi à intégrer 5-6 vraiment super, et puis à dégager 5-6 vraiment chiant. Après la pluie, un moment génial, malgré la merde de la pluie, c'était pareil, comment vous n'avez pas de la paille, on fout de la paille partout, parce que le terrain c'était de la gadoue, on allait se casser la gueule, ça c'était dangereux. Et puis là, c'était le délire, ça commençait à balancer de la paille sur scène, et je me rappelle du concert de Féloche, et le mec c'est un peu punk aussi, et il était fou, il a dit c'est le plus beau concert de ma vie. Et il prenait la paille, il a fait monter un des punks là qui était mon spot. Et puis ils ont chanté en duo, il est reparti, il s'est embourbé avec sa bagnole, c'est un tracteur qui l'a dégagé, il était heureux.
féloche. Après, donc on s'est pris un gadin financier et il fallait réduire la voilure, il fallait revenir à l'esprit militant. C'est pas un festival justement. Je crois que ça a été une question très très importante. Ouais. Et du coup, un festival, c'est un moment festif dans un festif. Le festif arrive après toutes les réflexions, tout ce qui avait été fait. Et ça a été très très important. Nous au bar, ça a été une très très grosse question, quoi, parce que ça nous a embarqué dans des choix d'intervention pour nous, de volume, de fric, de pognon, d'organisation. Nous, on a un moment, on s'est posé la question, quand tu dis c'est pas un festival, nous on s'est posé la question, on a dit stop. La première année on l'a fait, la deuxième on recommence pas comme ça. Nous on avait l'impression de porter un truc, c'est que tout ce que toi tu apportais comme dépense, il fallait que nous derrière, on assure le retour. Et voilà, c'était un truc... Non, mais on en a discuté, donc ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci. Mais ça a été quand même une sacrée question, nous, au niveau du bar. Parce qu'on a passé, tu vois, sur le premier, celui qui était aux Ardillères, où il y avait justement ce gros truc, là, c'était... on a passé beaucoup de temps de manutention. Ça a été 2 heures de sommeil sur les 3 jours, hein, une heure chaque soir quasiment, où on déchargeait les semi-remorques, on rechargeait les semi-remorques. Et là, on a dit, nous, cette année, on le fait, mais on ne peut pas continuer. C'est trop lourd. On va tous se casser, là. Bon, je suis content que tu fasses la remarque sur... Oui, mais d'ailleurs, c'est la même chose. Souvent, dans les festivals professionnels, le nerf de la guerre, c'est la tire-guerre. Hein. Et donc, on change de calibre et on revient à quelque chose concentré autour du militantisme. Et puis, avec une commande qui était sympa, c'était... on a dit on va faire du bal. Et c'est là qu'on avait introduit le premier plancher de bal. On avait fait plus petit, c'était que des groupes de bal. On avait fait à la fin un bal poussière, mais vraiment dans la poussière. Rappelle Bernard, la danse effrénée dans la poussière avec un super groupe, Le Peuple Étincelle. Et puis ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Bon, et là, on était un peu sous-calibré, moi, d'un point de vue, parce que je me dis, bon, c'est tranquille, c'est peinard, c'est familial. Je ne mets pas de crash barrière, c'est des barrières, on ne peut pas les pousser. Donc, on avait mis juste des barrières de police. Et là, il y avait le bal des variétistes. Et le final, c'était la folie furieuse. Et on était tous ceux qui étaient là, qui pouvaient, à faire de la sécurité. La scène, elle va s'envoler. Et à un moment, une anecdote aussi que j'ai trouvé vachement chouette, c'est que je me retrouve nez à nez, parce qu'on faisait aussi le boulot comme des professionnels avec les déclarations, enfin, et la visite de la commission de sécurité. Donc il y avait le maire, il y avait le représentant de la pompier, etc. Et à un moment donné, donc moi j'y ai participé, on avait les papiers des chapiteaux, on avait des scènes, du matos, la conformité électrique. Et puis, à un moment, je tombe sur un allé avec un gradé pompier. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je dis, ah, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Ah, ben moi, je suis de soirée, c'est moi qui suis... C'est lui qui commandait le groupement de pompiers, c'était le commandant que je connaissais, qui faisait toutes les visites de sécurité de mon théâtre. Ah oui. Voilà. Donc, il dit, ah bon, ça va, c'est bien. Puis, alors, du coup, il regardait sur les scènes, regardez ça. Donc on était devenus potes avec la commission. Après, l'histoire des balles, ça va tellement plus, donc on l'a refait en 2016. Mais j'ai plus d'image de 2016. Bon, on a augmenté la surface de plancher, ça je me rappelle. On a bien amélioré. Ah, Montjean. Chez de la terre. Ah oui, d'accord. Avec la visite Ah oui, j'ai une super image aussi qui me reste de 2013. C'était le final, c'était Parabellum, un groupe de rock, avec le chanteur qui est décédé 2-3 ans après, Schultz. C'est un des grands groupes mythiques avec les Berruriers Noirs, etc. Et je me rappelle, c'était avec Julien, toi tu étais parti te coucher, et tu es revenu pour voir le final.
Et je crois que vous n'avez jamais vu ce truc-là. Il y avait 10 000 personnes punk rock. Et la dernière chanson, c'était, pour des éleveurs, mort aux vaches, mort aux condés, vive les enfants de Cayenne, à la ceux de la sûreté. Et après, bon, de toute façon, alors, ce que j'ai trouvé génial aussi dans les anecdotes, c'était le bonheur de... Enfin, au début, on était un peu mal vus, parce qu'on était un peu les artistes, machin, qui faisaient chier tout le monde, qui dépensaient le pognon, qui se mettaient dans leur village. Et puis après, bon, on a plus ou moins compris que tous les artistes, renommés ou pas, venaient bénévoles. Il fallait que ça se passe dans la sérénité et le calme. Et puis, moi, j'ai trouvé le truc, l'électricité, la flotte, la logistique, mais c'était... Mais avant, si on avait continué, je vous embauchais dans mes festivals. La transition est toute faite avec le catering. Et alors, et les artistes étaient hyper contents toujours, et disaient qu'est-ce qu'on est bien accueillis, qu'est-ce que c'est sympa, qu'est-ce que c'est intéressant, ceux qui se baladaient, il y en a plein qui se baladaient, et qu'est-ce qu'on mange bien. Oui, je vais rebondir un petit peu, là, Jean-Yves Arnaud Trélière. Nous, on est arrivé au départ, on faisait quelques petits repas comme ça, je me souviens quand HK est venu, dans une petite tente, quoi. Et puis on a progressé au fur et à mesure que le festival, la partie festive prenait de l'ampleur. Hein. Surtout que les repas s'arrêtaient forcément quand les bénévoles ne travaillaient plus, quoi, hein. Donc il fallait bien continuer à faire des repas, quoi, hein. Et donc après, on est devenu un peu responsable aussi de la partie village festif, parce que ça s'est renfermé pour des problèmes de sécurité. Donc on gérait l'arrivée des artistes, l'accueil, les repas. Bernard récupérait des caravanes pendant un mois avant pour loger à la fois les bénévoles, monteurs qui pouvaient rester passer la nuit, ou les artistes qui souhaitaient passer la nuit là. Donc ça devenait presque, c'était notre petit village, quoi. Hein, voilà, donc nous on a appris beaucoup, c'est vrai qu'on ne connaissait pas du tout ce milieu-là, et on a vraiment, pour moi c'est un sacré souvenir, quoi, hein, voilà. Et la nourriture alors, elle était alors les repas qu'on servait, c'était à peu près, par un festival, c'était de l'ordre de 500, avec les petits déjeuners, hein, autour de 500 à 600 repas sur la partie festive, et puis un peu avant avec les bénévoles. Parce qu'il y a eu un petit malentendu, parce que les bénévoles qui montaient la scène, c'était souvent des professionnels. Et c'était des costauds, des baraqués, ils descendaient avec leurs mousquetons, des cordes, des machins. Et quand ils sont venus la première fois prendre les repas que nous fournissait Françoise, c'était assez végétarien, voire végétalien. Et les méchants costauds nous ont dit... C'est comme ça. Nous ont dit, nous, on mangerait bien un petit morceau de viande, quoi. Donc, c'est vrai qu'assez rapidement, on est obligé d'améliorer les repas. Il y avait du thon, c'était pour la petite histoire. Et c'est vrai qu'après, nous aussi, on savait que les artistes venaient tous bénévolement. Ils avaient un défraiement certain, mais donc on a fait le maximum, effectivement, pour bien les accueillir. Donc ici, ce soir, il y a toute l'équipe, une grande partie de l'équipe du catering, si vous voulez dire quelque chose, voilà. Autrement, alors les repas étaient préparés par une équipe avec Marie-Agnès dans le bourg de Notre-Dame. Oui. Voilà. Oui, donc c'était chez Louisette, hein, bourg de Notre-Dame, où on avait une cuisine bien équipée et une cuisinière qui s'y connaissait. Donc c'est vrai que c'était une équipe, il y a eu à peu près une vingtaine de personnes. Alors des gens sont venus toutes les années, d'autres sont venus qu'à des moments donnés. Mais on était complètement dans l'ombre, nous aussi on n'a rien vu, enfin pas grand-chose, quoi. Le soir, quelquefois quand même un peu le soir, mais c'est vrai qu'on ne voyait rien du festival. On était complètement dehors. Mais bon, ça s'est passé dans de bonnes conditions. Enfin, il y en a plusieurs personnes qui peuvent en parler, qui sont venues pour les repas. Moi, j'ai commencé avec Agnès. Oui. Et c'est en 2011, tu m'as filé le bébé. Encore Agnès. C'était Noé Verte, je crois, c'est là où il y avait... rattrapé, moi, avant. C'était quand il y avait les gens avec les jeunes avec les traductions. Là. Traductions, oui. Ah, c'est ça. C'est là vraiment, mon premier dossier, c'est celui-là.
Et puis jusqu'à la fin, là. Et c'est vrai que on avait vraiment envie de bien recevoir les gens qui venaient bénévolement. C'était, oui, voilà, on a fait le maximum, je crois. Et là encore, une équipe qui n'a pas vu grand-chose de l'événement. Ben non, c'est ça, on n'a pas vu grand-chose. On l'a dit tout à l'heure, mais elle aussi. Et puis ça commençait avant, parce qu'on achetait nos produits quasiment que localement. Et c'était beaucoup de bio, enfin tous les légumes et tout ce qu'on pouvait en tout cas. Et c'est sûr que c'était du travail avant et du travail après. Mais bon, comme beaucoup d'autres, hein, voilà. Avec un budget minimum. Marie-Agnès, c'était au centime près. Ah non, et puis c'est vrai qu'on tirait un prix qui était... Enfin, moi, je sais pas, je n'ai pas du tout repris les choses, mais c'était un prix qui défiait toute concurrence pour ce qu'il y avait à manger. Mais on tirait parti de tout ce qu'on avait. Juste une petite anecdote, parce que bon, nous on gérait au mieux aussi sur place, et des fois il manquait, il n'y avait pas assez. Je me souviens du soir où tout d'un coup on nous dit, qui c'est qui me téléphone, je crois que c'est Christian Crisolet, qui me dit, il y a quelqu'un qui va arriver, un artiste qui n'était pas prévu, il arrive là, est-ce qu'ils sont 2 ou 3 autour de lui, est-ce que tu pourras leur donner à manger? Il n'y a pas de problème, évidemment, on n'est pas 2-3 près, quoi. Et puis on voit Hugo Frey tout d'un coup qui arrive, sa nana, sa femme, sa copine, je ne sais pas. Et salut, bonjour, il va faire sa prestation. Et puis il revient, mais alors derrière lui, c'est comme les chameaux dans le désert. Il y avait tout le comité de soutien de l'Aude ou de je ne sais plus d'où il est. Donc allez, venez, si on est invité à manger, on s'est retrouvé tout d'un coup avec 25 repas en plus. Donc Marie-Agnès, qui était dans le cours, à l'autre, a pu me ramener bien vite quelques plats. Et ça, c'est des petites anecdotes, quoi, mais on a toujours répondu. Si vous avez une chose à dire, parfois on avait du mal à passer, je me souviens, à Noé Verte, au moins 2 ou 3 fois, on nous mettait des choses pour que je puisse avec la voiture venir livrer les repas, parce que les années où c'était très mouillé par exemple. C'est vrai que des fois il y a eu vraiment des moments... L'année des GP2I en 2012, c'était aussi mouillé qu'en 2012. Ah oui, Allez, on a mis des copeaux, pas mal. Oui. Mais bon, voilà, c'est de bons souvenirs. Il y a plusieurs commissions qui n'ont pas été évoquées parce qu'il n'y a pas de représentants. Par exemple, la sécurité sérénité, tout le monde a connu Morgane. Morgane en commun. Michel dans la partie sécurité. Je parle de la sérénité là, parce que je sépare les choses. Et Michel est capable. Il y a une petite différence. Sécurité un petit peu. La sécurité, je veux dire que j'étais venu, moi, à une réunion de la coordination, taper un peu du poing, parce que c'est vrai que dans la journée, tous les comités, enfin tous les gens, pour organiser les débats, tout ça, il y avait du monde, mais la nuit, on se retrouvait, entre autres Claude, le plombier, parce qu'il n'y a pas le choix, il venait 8 jours avant, donc il était obligé d'être sur place, et c'est vrai qu'on s'est fait des frayeurs comme la nuit, parce que, entre autres, je me souviens, à côté de chez Sylvain, quand il y a eu le camp climat, il y en a qui s'amusaient à mettre le feu la nuit dans le foin, etc., et on courait après les gens, et on n'était pas nombreux, on était 2-3. On s'est fait des frayeurs, et c'est vrai que après il y a le groupe de Vigneux qui est venu nous donner un coup de main, mais bon, même si c'était à continuer, à refaire, il y a encore le problème de la nuit qui n'est pas tout à fait réglé. Quand on dort pas de la nuit, qu'on court après les gens et le lendemain il faut aller bosser parce qu'il manque, il faut aller chercher des copeaux et tout. C'est vrai que c'était à un moment donné, on ne savait plus trop ce qu'on disait. Comme disait Michel, attends, juste après, on a peut-être eu de la chance finalement, parce qu'on avait beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, beaucoup de valeur, et finalement on s'est fait piquer quelques tables, notamment en 2014, ou des fois un petit banc ou 2 ou 3, mais globalement on ne sait pas. Un stand de Vigneux. Et 2 stands, de Vigneux. Et les banderoles. Ouais, ça c'est un rôle politique. Mais globalement, on a peut-être eu de la chance. Finalement, ça s'est quand même bien passé. Sans parler que pour circuler avec les camions, c'était pas facile à traverser la ZAD. Je veux dire, quelquefois, c'était le propre camion de nous qui était attaqué, les rétroviseurs tordus, etc. Et donc, il fallait être zen. Je vous parlais de zénitude tout à l'heure, mais ça s'est bien passé. Mais Bernard, Bernard Boiveau, mais parce que c'est vrai que les premières années, on n'était que tous les deux la nuit. Pendant tout le montage, on n'était que tous les deux. Et donc à 2, on travaillait le jour et il fallait tenir la nuit. Donc on faisait, tu te rappelles, on faisait 2 heures chacun. Moi je dormais dans mon camion et toi tu avais une caravane, je sais pas quoi. Et toujours est-il qu'un jour, je suis tout seul, je suis de garde, toi tu dors, et je vois des mecs qui arrivent, alors bien allumés. Hein. Et on avait de la paille, et on avait fait un bonhomme avec de la paille là. Et les mecs, leur chose c'était d'allumer la paille. Je te téléphone.
il arrive tout. Et ils n'étaient pas gentils du tout. Hein. On était tous les deux. Eux, ils étaient. Et nous, on était. On y a réussi quand même. Je me suis fait ouvrir. Je me suis fait arracher la chemise. Oui, par peut-être un militant MTK, que maintenant que je serre la main, que tout va bien. Ah oui. Donc voilà, donc ça fait 2 heures qu'on parle là, donc ça fait, on a fait à peu près le tour des commissions. Le temps passe vite, malheureusement. Donc là, je pense qu'on peut à peu près terminer. Les discussions peuvent avoir lieu aussi devant un verre, et là, on peut aussi se dire plein de choses. Donc là, on considère que, sauf si l'intervention a lieu en référence aux événements l'été, sinon c'est terminé. Voilà. On peut dire quand même que bah, vous, les organisateurs, Régis, Agnès et tout ça, quand même, chapeau quoi. Et Dominique, Dominique qui est pas là ce soir. Yves et Joël après. Moi, comme je ne suis pas intervenu, j'ai un souvenir magnifique à Bellevue, où on était sur le camping qui avait une arrivée d'eau magnifique et que à ce moment-là, tout le monde panique. Et j'ai l'image d'un tracteur qui tire un camping-car pour sortir du terrain et qui a gardé ses freins. Et donc ça fait un chasse-neige magnifique debout. Hervé et Joël. Hervé. Moi, c'était juste pour faire un parallèle avec une époque où, en 2008, il y a eu un événement d'été qui s'est organisé, à savoir le plancher des vaches. Et aussi pour rendre hommage à la présence la valeur ajoutée que Marco a rajoutée, à savoir à l'époque, ça serait quand même pas mal qu'on puisse créer des événements d'envergure, parce que voilà, faut pas qu'on le fasse cet aéroport. On parlait de se dire, tiens, qu'il faudrait qu'on fasse venir Manu Chao, je ne sais quel artiste. Et puis finalement, voilà, il y a eu un partenariat avec une équipe, je crois que c'était les Rêves éphémères qui organisaient plutôt des free parties. Et donc, voilà, c'était plutôt des groupes locaux. Et je me souviens, la scène, c'était plutôt des structures brinque-ballantes. Là, c'était encore plus flippant que ce que tu décrivais. Et du coup, par rapport aussi à la décision de se dire, bon, on va aussi remettre aussi plus le débat citoyen en place. Moi, je me baladais quand même pas mal. Et je vois aussi pas mal d'événements souvent. Et je trouvais ça hallucinant de se dire, voilà, il y a autant de monde dans 7 chapiteaux et les gens ne viennent pas pour des artistes, ils viennent pour des débats, quoi. Et c'était c'était concret, vivant, c'était fou, quoi. C'était aussi beau. Non, juste une petite anecdote, c'était au montage de 2013. Et à un moment donné, on nous alerte, il y a un paysan qui a des problèmes, il est prêt à sortir le fusil. Il y a un imbécile qui est rentré dans son champ de maïs, qui est passé dans les bagnoles avec sa voiture dedans. Alors là, on se regarde, on dit qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on aille le voir, il ne faut pas qu'on laisse ça comme ça. Donc on s'est sacrifié et à 3, on est allé et on a bu un coup avec lui, on a passé une petite heure dans la cave, quoi. Voilà.